So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose. Violence! On est direct AF, en direct du Kinergique à Greenfield Park. On va le travailler, on n'est pas habitué encore, c'est juste notre deuxième dans le nouveau local. Fait que aujourd'hui, nouvelle invitée, la première dans ce nouveau local-là, Lily Barassin, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Mais oui. Tu peux me tutoyer, on est rendu là. Vous deux. Ouais, c'est ça. Fait que Lily, entraîneur, fondatrice, j'imagine que c'est de même qu'on dit ça, fondatrice, right? De la Maison Bloom. Oui. Fait que veux-tu nous parler un peu de toi, ton background, parce que t'as été beaucoup dans le CrossFit, je pense que t'as fait beaucoup de compétitions aussi Oui. de CrossFit, maman aussi. On parlait un petit peu de ça, tout le côté maternité, postpartum, à travers la business, à travers l'entraînement. Fait que je te laisse comme mettre la table puis on pourra embarquer dans le sujet après. Là. Ben, dans le fond, je m'appelle Elisabeth. Ça fait plus de presque 15 ans, en fait, que je suis dans le domaine du CrossFit, de l'entraînement. Je suis maman de 3 enfants. D'où je viens, ben, en fait, j'ai commencé le CrossFit à l'âge de 20-21 ans, après une période assez difficile de ma vie. Tu sais, c'est vraiment quétaine, mais ça m'a vraiment sauvée. Puis après ça, j'ai fini cette transition un peu plus difficile de ma vie de jeune adulte. J'ai rencontré Sébastien, le père de ma fille. J'ai eu un enfant. J'étais alors à l'université. Et avec le CrossFit, en fait, avec l'université, étant enceinte, je trouvais ça difficile. J'ai arrêté l'université et je me suis lancée par la bande dans le domaine de l'entraînement. À ce moment-là, j'étais au Misfit. Fait que c'est le Misfit qui m'a vraiment permis de me développer en tant qu'entraîneur. J'ai eu ma fille en 2014. Je venais tout juste d'avoir 24 ans. À ce moment-là, il y avait pas beaucoup de filles qui avaient de bébés dans mon entourage, évidemment, puis encore moins qui faisaient de l'entraînement comme je faisais. Qu'est-ce qui a fait que t'as embarqué plus avec le CrossFit que, mettons, le plus typique entraînement, musculation, bodybuilding? C'est une bonne question. Je pense que c'est une question de circonstance. En fait, j'ai vu un jour une vidéo d'une fille qui faisait du CrossFit. Ça venait de commencer. Puis j'étais comme, wow, ça c'est hot. Tu sais, ça m'a vraiment plus attiré ce côté performance-là que j'avais déjà connu dans le passé parce que moi, je faisais du patinage artistique depuis toute jeune. J'ai toujours été dans les sports. Puis ce côté compétition, performance m'a vraiment attiré dans le CrossFit. J'ai essayé, à ce moment-là, avec un ancien, un Olympien, Chris Kalec, qui a parti un des premiers gyms de CrossFit au Québec. J'ai essayé ça dans un mini local. C'était 3 fois gros comme ici. Il y avait pas grand monde. Puis j'ai vraiment eu la piqûre. Tu sais, comme on dit, là, c'est vraiment ça qui m'a accroché. Puis j'en ai fait une carrière, tu sais, dans le fond. Fait que voilà. Puis ouais, on a reçu aussi Karim, que je pense que tu connais bien, là, avec comme 2-3 autres personnes avec qui il travaille pour la fédération, justement, là, comme c'est vraiment... Ça, c'est une des affaires qu'on disait aussi durant le podcast, parce qu'on est comme... Tu sais, nous autres, on est plus dans la recomposition corporelle, entraînement plus style musculation, prise de masse musculaire, tout ça. Mais je dis une des affaires que je trouve vraiment cool de l'entraînement fonctionnel, c'est que justement, tu sais, eux, on s'entend, ils ont plus une clientèle avec les jeunes, ils veulent rentrer ça dans les écoles et tout. Mais j'étais comme une affaire que ça apprend aux jeunes, c'est de s'entraîner pour autre chose que juste l'apparence. Ben, c'est ce que j'ai vraiment aimé aussi, tu sais, puis par rapport à la situation dans laquelle j'étais à l'époque, à 21, 22 ans, où j'avais pas vraiment confiance en moi. Je trouvais que cet aspect-là de performance puis de comme, hey, une fille, ça peut être musclée, ça peut être fort, ça peut courir vite. C'est ça qui m'a attirée, tu sais. Puis je pense que ça a attiré beaucoup de gens. Puis oui, effectivement, comme tu dis, tu sais, moi, j'aime ça transmettre ça aussi par la bande à mes enfants. Tu sais, je le fais pas pour eux, mais mes enfants ont une image, je pense, de la femme que moi, j'avais peut-être pas de ma mère, par exemple, ou de ma grand-mère, tu sais, qui pouvait aller s'entraîner au gym, puis courir, puis, tu sais, lever des charges, puis faire de l'haltéro, tu sais. Je trouve ça quand même cool. À la même limite, à la même mesure que je trouve ça nice, une fille qui s'entraîne dans un centre d'entraînement plus régulier, que je trouve que l'aspect performance pour les jeunes filles, ça peut être intéressant pour le côté estime personnelle. Fait que c'est ça qui m'a accroché. Ouais, 100%. Puis comment tu te sens par rapport à ça? Parce que c'est pas quelque chose qu'on avait noté fuck all, mais je serais intéressé d'avoir ton opinion là-dessus. J'entends encore malheureusement trop, tu vas me dire qu'une fois ça va être trop, mais le côté genre entraîne-toi pas trop, tu vas avoir l'air d'un gars. Ou ça je vais peut-être plus l'entendre des filles, mais justement, tu sais, souvent il y a l'espèce de look préétabli de quoi les filles pensent qu'ils devraient avoir l'air. Tu sais, souvent un petit peu plus
petit, justement, ou tu sais, ouais, le nu. Le look Pilates princess. Ouais, c'est ça. Tu sais, ce qu'on a vu aussi beaucoup probablement avec les films, avec les, tu sais, les Black Widow, puis les Catwoman, puis des whatever. Fait que comment toi tu te sens par rapport à ça? C'est-tu le genre de truc avec lequel tu deals avec ta clientèle aussi? Je pense qu'en tout cas, à l'époque, en 2014-2015, quand j'ai commencé à faire ça, c'était vraiment un sujet que j'entendais souvent ou une crainte que j'entendais souvent de la part des filles. Je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes professionnels qui se sont mis sur le sujet puis qui ont démystifié, tu sais, l'apparence physique versus la performance. Tu sais, si je me souviens bien, aux Olympiques récemment, là, il y a une fille du rugby qui, je m'en rappelle plus son nom, là, Ilona quelque chose là, qui a justement, tu sais, démontré qu'elle avait un corps vraiment, on va dire, atypique pour son niveau de sportif olympienne de rugby. Puis finalement, tu sais, elle a eu vraiment beaucoup de témoignages de filles qui se sont dit, hey, ça me ressemble, tu sais, puis ça m'inspire à la limite à moi aussi, pas me gêner à rentrer dans un gym parce que j'ai peut-être pas le look qu'il faut pour faire du CrossFit ou n'importe quel autre sport. Fait que c'est sûr que ce message-là me dérange. Puis tu sais, j'ai déjà eu des critiques par rapport au corps que j'avais. Puis, c'est la perception des autres. Je veux dire, moi, j'ai aucun contrôle là-dessus, mais je sais que je sais ce que mon corps est capable de faire aussi. T'sais, j'avais vu le post d'une fille qui, justement, une plongeuse elle travaille pas nécessairement, là, mais elle est commanditée par Red Bull. Puis dans ses commentaires TikTok, il y avait des hommes, parce que la plupart du temps, c'est les hommes qui vont faire des commentaires sur le corps des femmes. Et il y avait un homme qui avait dénoté sa cellulite. Puis elle avait fait une vidéo par rapport à ça, puis elle avait dit, ben regarde ce que ma cellulite est capable de faire, puis elle plonge d'un tremplin de genre 10 mètres, là. Fait que tu sais, des fois, tu te dis, ces commentaires-là sont pas nécessaires, puis c'est cool comment tu peux le reverse à ton avantage à toi, finalement. C'est complètement aberrant, ce genre de commentaires-là. Il y a deux choses que j'ai vues récemment sur les réseaux. Le premier, c'est quelqu'un qui avait montré, justement, des Olympiens de différentes catégories, puis on voyait que c'était des gens qui avaient pas du tout une shape de bodybuilding, là. Tu sais, des gens que, si tu regardes dans la rue, tu te dis pas, cette personne-là fait les Olympiques avec sa shape. Puis il avait noté, regardez, ça, c'est la shape de gens qui vont aux Jeux olympiques. Je veux dire, c'est des athlètes, c'est des gens qui sont excessivement en forme, peu importe leur catégorie. Pour te rendre là, faut que tu sois très, très en forme, que ce soit au niveau cardiovasculaire ou que ce soit ta musculation ou peu importe le sport que tu pratiques. C'est énormément d'entraînement d'être un athlète. Mais ça n'apporte pas nécessairement un entraînement qui a la shape de bodybuilding versus on va regarder. Puis ces gens-là sont super en forme. On va regarder des gens de bodybuilding qui ne sont pas nécessairement des gens très athlétiques, qui vont avoir une super belle shape, et on va associer ça à ça, c'est santé. Ça, c'est le look que quand je m'entraîne, je devrais avoir ce look-là, alors que c'est le look probablement le moins santé qui a pas le look de bodybuilding. Surtout, du moins le bodybuilding de compétition. Ben, ça, j'allais dire ça sur le stage, là, parce que souvent, c'est ça la shape que les gens vont aimer regarder. C'est lean, c'est musclé, c'est tout le kit. Fait que j'avais remarqué ça. Puis deuxième chose, sur les réseaux aussi, récemment, il y a eu le Victoria's Secret Fashion Show. Puis dans les commentaires sur les réseaux, il y en a plein. Puis c'était beaucoup des femmes qui commentaient Gigi Hadid avec des commentaires sur ses cuisses, comme quoi ses cuisses, ils wiggle, là, comme ils bougent. Puis je trouvais ça tellement aberrant. J'étais comme, mais comment... Premièrement, c'est une supermodel, là. Je pense que c'est comme le top rêve d'à peu près toutes les models de faire le Victoria's Secret Fashion Show, là. Pour être là-bas, il faut que tu sois dans le top des tops. Cette année, un peu moins, là, il y avait des influenceurs, mais bref, c'est tellement demandant pour ces femmes-là d'avoir un corps qui respecte les standards du Victoria's Secret Fashion Show. Et Gigi Hadid, on va s'entendre pour dire qu'elle est magnifique, là. Je veux dire, c'est une femme magnifique. Mais toutes les femmes ont des cuisses qui jiggle, là. Je veux dire, même si t'es sur un stage de compétition, ce qui te reste, ça peut jiggle. Je trouvais ça tellement aberrant qu'on puisse se permettre de passer des commentaires comme ça sur le corps des femmes, puis on va beaucoup moins le voir, je trouve, sur les hommes, sur les réseaux sociaux. Ben, je vais faire un bon sur ce que tu dis parce que, justement, en arrivant ici, il y a la série mondiale de baseball en ce moment. Puis, je sais pas si vous avez regardé un petit peu, mais il parlait de la shape des joueurs de baseball, dont Guerrero, puis il y en a un qui s'appelle Kirk. Kirk, il mesure 5 pieds 8, 250 livres. Il y a la shape complètement atypique d'un joueur de baseball ou athlète professionnel qu'on a dans notre tête. Fait que je comprends, c'est effectivement vrai que oui, il y a beaucoup de messages qui sont dirigés vers les femmes, mais je pense qu'on néglige un petit peu le message qui est dirigé aussi vers les hommes ou le jugement qu'on porte vers les hommes. Moi, je le dis sur mes réseaux parce que c'est ma niche. Tu sais, ma niche, c'est plus des femmes mamans. Je fais pas
trop les hommes, mais tu sais, je trouve que quand même, on porte quand même un jugement sur les athlètes hommes professionnels. Puis là, quand j'entendais ça ce matin, tu sais, justement, on pensait que c'était pas nécessairement un bon joueur parce que, tu sais, 250 livres, tu sais, quand tu as besoin de courir, quand tu frappes un circuit, c'est pas nécessairement, tu sais, le corps le plus athlétique, mais finalement, le gars... il est rendu en série mondiale contre les Dodgers, là, la meilleure équipe de la Ligue. D'après moi, pas n'importe qui peut être sélectionné pour se rendre jusque-là. Comme tu dis, je pense qu'il faut vraiment qu'on dissocie le performance de l'esthétique. Puis dans le CrossFit, on le voit beaucoup. Tu sais, il y a des filles qui pèsent 150 livres à 185 livres qui font les mêmes entraînements, puis celle à 185, ben des fois, elle outperforme la fille qui est à 150 livres. Fait que c'est ça, tu sais, on peut pas nécessairement se fier juste à l'apparence physique pour mesurer le niveau ou la capacité athlétique d'une personne. Ben non, 100%. Moi, je suis un gros fan de basket. Puis dans la NBA, il y a un gars qui s'appelle Nikola Jokic. C'est un Serbe, je crois. Il doit mesurer 7 pieds 280 livres. Là. Comme, c'est un monument. Là. Puis c'est vraiment pas un 280 livres de muscle, là, comme il est un peu moins musclé que le typique joueur de la NBA, puis il est vraiment pas le gars le plus rapide ou qui saute le plus haut, puis il y a beaucoup de monde qui critiquait son frame comme étant comme voyons, il est pas athlétique le gars, il est plus lent. C'est un des meilleurs joueurs de la ligue aujourd'hui, il a été MVP 2 années de suite, il a gagné un championnat, il a comme tu sais aujourd'hui, il est widely considéré comme un des meilleurs joueurs de la ligue, mais il est comme mais non, c'est pas le joueur le plus athlétique. Ce qu'il fait sur le court, par exemple, c'est deux affaires différentes. T'sais. Ça me fait rire comment c'est des gérants d'estrade qui vont dire ça. Je veux dire, est-ce que tu t'es rendu au même niveau que lui pour être capable de dire il est pas assez athlétique pour être là? T'es où, toi, dans ton salon? Avez-vous vu récemment qu'il y a maintenant des paris sportifs sur les filles qui ont leur menstruation? C'est le blood quelque chose, tu taperas ça là, quand tu feras ton montage, mais maintenant, il y a des paris sportifs qui sont dirigés vers le cycle menstruel. On va en parler plus tard, là, mais le cycle menstruel des femmes, des athlètes professionnels. Mais ils font des paris sur quoi? Ben, sur quand est-ce que leur cycle menstruel va tomber et à quelle compétition, de ce que j'ai cru comprendre, là. Ça a sorti, genre, hier, là. J'ai pas lu tous les articles, là, mais oui, effectivement. Donc, c'est maintenant dans les paris sportifs. Ouais. C'est bien con comme pari. Fait que pour faire bon là-dessus là, et sur la Maison Bloom, je pense que c'est ça aussi, tu sais, c'est mon côté performance. À un moment donné, je l'ai un peu mis de côté pour donner place à la Maison Bloom qui, selon moi, est vraiment plus le X de mes valeurs, tu sais, dans le sens où avant j'étais très dans la performance aussi, tu sais, donc oui, l'apparence esthétique, la performance à tout prix et à n'importe quel prix aussi, tu sais, la performance vient avec son lot de sacrifices qui peuvent être négatifs aussi au niveau physique et mental. Puis quand j'ai instauré la Maison Bloom en 2019, je pense que c'est cette transition-là, tu sais, en douceur que j'ai comme fait un peu la coupure entre juste la performance et le côté esthétique de ma pratique et dans mon coaching et dans mon suivi client. Puis quand j'ai lancé la Maison Bloom en 2019, c'était plus, tu sais, inclusif pour justement faire comprendre aux gens que ben la performance puis tu sais le résultat esthétique il y a un prix, puis moi je veux pas que mes clientes paient ce prix-là pour y arriver. Puis je pense que vous aussi vous le vivez dans votre quotidien, tu sais, vous l'avez vu, vous l'avez vécu, mais vous le voyez aussi avec vos clients, tu sais. Je pense que c'est important, tu sais, pour nous de donner les deux côtés de la médaille quand les gens veulent un résultat plus précis. Puis moi avec la Maison Bloom, c'est pour ça que j'ai parti ça, c'est parce que je voulais me dissocier un des services que j'offrais, puis c'était plus un service inclusif, tu sais, vraiment, tu sais, puis la Maison Bloom pour moi ça représente la maison, la chaleur, la famille, tu sais, la communauté. Puis le Bloom, c'est plus, tu sais, l'épanouissement de soi, je pense. Fait que c'est pour ça que cette transition de performance à la Maison Bloom, finalement, qui offre quand même le même service, juste différemment dit, si on veut dire, là, c'est ça comme ça. Ça a été quoi, toi, justement, les sacrifices puis les défis que tu as dû relever pour être capable de performer dans le temps que c'était ça, ton but? Le temps. Ben, tu sais, moi, quand j'ai eu ma fille en 2014, j'avais 24 ans, j'étais super égoïste à la base, à ce moment-là. Puis, tu sais, à 24 ans, j'étais pas nécessairement prête à mettre de côté l'entraînement. J'étais encore là-dedans, je voulais compétitionner, c'était super important pour moi. J'ai eu ma fille, j'ai continué à m'entraîner, vraiment beaucoup. J'ai négligé un peu mon travail à ce moment-là. J'ai aussi négligé mes études parce que j'ai fait un choix. J'aurais pu retourner à l'université, mais là, la vie a fait en sorte, puis je regrette pas, mais la vie a fait en sorte que j'ai pris le bon pour me lancer en entrepreneuriat finalement. Mais c'est ça, fait
en 2024, j'ai eu ma fille. J'ai continué de compétitionner jusqu'en 2018. Le sacrifice que j'ai fait, c'est beaucoup de temps. Un sacrifice aussi, je pense, au niveau... est-ce que j'ai développé un trouble alimentaire à ce moment-là? Probablement. Je pense que oui, parce que ça devient une obsession là, quand tu veux... puis en plus, tu performes, c'est même pas au niveau olympique ni professionnel, c'est récréatif, c'est le fun, mais il y a personne qui m'obligeait à le faire, Fait que c'était vraiment 100% par moi-même, beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices aussi, comme je dis, au niveau de l'alimentation, qui a pas toujours de façon été fait de façon saine. J'ai eu peur des glucides, moi aussi. Je pensais que ça allait pas nécessairement me faire performer comme il fallait. Surtout pour une athlète de CrossFit, les carbs, c'est important. Ouais. Puis, pas juste ça. Je pense que il y a plein d'autres sports, là, dont le sport d'endurance, maintenant, où on en parle beaucoup. Puis, mais c'est ça, je veux pas dire... Moi, j'ai un petit peu de difficulté avec ça. Je vais prendre un rebond sur ce que tu dis. C'est... Oui, les carbs, c'est super important. Les athlètes d'endurance, là, il y avait Madeleine, justement, la cycliste qui parlait, tout le monde en parle, qui disait que les glucides, c'est un carburant. Oui, mais il faut aussi mettre les choses dans leur contexte. Je pense c'est un athlète qui s'entraîne 20-25 heures semaine, il a besoin de manger en tabarouette. Un athlète qui s'entraîne 2-3 fois semaine, là, on peut plus modérer la façon dont on va les recommander, selon moi. Ouais. Fait que, quand je vois je veux pas dire, oui, les carbs, c'est super important pour tout le monde. C'est important pour des athlètes. Oui, c'est important pour tout le monde, mais plus particulièrement pour des gens qui font un gros volume d'entraînement. Oui, t'as pas besoin de manger 14 plats de pâtes par jour quand tu t'entraînes 3 heures. Ouais, c'est ça. Fait que c'est juste des fois, j'aimerais ça que c'est pas leur rôle aux athlètes de faire ça, mais de nuancer un petit peu la façon dont on dit, ben oui, les carbs, c'est vraiment bon pour toi. Oui, c'est bon, mais juste, peut-être faire attention au niveau d'activité physique qu'on fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'en ai parlé 2-3 fois, je pense, en podcast déjà, mais ça, c'est une affaire que j'aime beaucoup d'une de mes clientes. J'en ai une cliente qui fait du CrossFit, gère juste son alimentation, parce que je fais pas ça du CrossFit. Elle a déjà son coach pour ça. Mais tu sais, elle a 44 ans, elle s'entraîne en tabarnak, là. Elle fait probablement 5 workouts juste de CrossFit semaine. Elle court, elle fait du vélo, comme elle bouge en estime. Mais elle doit manger entre 3 et 400 grammes de carbs dans sa journée, là. Puis son body fat diminue ou se maintient. Elle a un body fat de genre 12% à 44 ans malgré ça. Mais tu sais, quand il y a du monde qui vient de la voir pour lui demander comme Chris, comment tu fais pour manger tant que ça? Et comme, mais regarde ce que je bouge, là. Je m'entraîne en esti pour faire ça, là. Toi qui s'entraînes 2-3 fois dans ta semaine, jamais tu pourrais manger ça. Puis quand même avoir sensiblement la même shape que j'ai. Comme tu dis, le contexte est toujours important parce que, tu sais, je suis pas en train de dire si tu t'entraînes pas 6 fois par semaine, tu peux pas manger des carbs. C'est juste la quantité et le moment. Puis la qualité des carbs que tu vas aller chercher va jouer beaucoup. Oui, exactement. Elle m'a écrit ta cliente cette semaine, justement. Fait que là, j'ai reconnu. Là, j'ai une image sur c'est laquelle elle est vraiment en shape. Vraiment, bravo à elle. Mais pour revenir au corps, je pense que les gens ont beaucoup un discours de go les carbs pour essayer de balancer celui qui a été là tellement longtemps. OK, ayez peur des carbs. Fait que je pense que vu qu'il y a tellement eu l'élastique d'un côté intense, ben pour être capable de le ramener au milieu, si on reste, entre guillemets, prudent avec oui, mais contexte. Les gens écoutent pas quand on donne du contexte, hein. À part ceux qui nous écoutent, là, ça va, mais la plupart des gens, mettons, la personne qui a passé à la télé, monsieur, madame, tout le monde qui écoute ça, s'ils commencent à nuancer, ils vont rester probablement dans le OK, mais là, ils disent des fois, faut pas que j'en prenne, des fois, faut que j'en prenne. Je pense en tout cas que c'est juste pour ça que leur discours est autant go les carbs. Ceci dit, je pense qu'effectivement, comme dans n'importe quelle stratégie, mettons, marketing sur les réseaux, c'est important après ça d'amener du contexte à vos clients. Fait que, de pas, encore une fois, juste prendre OK, puis c'est là que l'importance d'un suivi peut être quand même le fun aussi. Oui, c'est bon des carbs, mais effectivement, c'est tout le temps dans un certain contexte. Comme on l'a déjà mentionné souvent, si t'aimes mieux manger des fats, tu peux manger plus de fats, c'est un carburant aussi. C'est juste qu'il est différent. Ça va dépendre à quoi ton corps va répondre le mieux aussi. Il y a des gens qui répondent bien aux carbs. Il y en a à certaines sortes de carbs, d'autres vraiment moins. C'est pas une raison de te clencher des poignées de jujube tous les jours. Sauf si tu fais du vélo. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme j'avais. Salut Myriam. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme j'avais une cliente cette semaine en suivi elle recommence à courir puis à y prendre goût. Mais tu sais, elle fait peut-être un 5 km en ce moment. Et comme, penses-tu que je devrais 5? comme. Ouais. OK. Je sais pas sûr entre 5 puis 100. Non, elle vient de recommencer, rendue à 100. C'est ça. Mais elle me demandait, tu sais, penses-tu que ça pourrait être intéressant que je commence à plugger comme des carbs autour de mes courses? Je suis comme, t'es pas rendu là. Ouais. Quand éventuellement tu voudrais être rendu à genre le demi-marathon, là, on va commencer à y penser un petit peu plus. Mais je dis en attendant, ton 5 km que tu fais peut-être 2-3 fois dans ta semaine, là,
Mange tes carbs de ta journée normale, puis tu vas être correct. Comme on a dit, je pense à un côté marketing aussi, là, qui est fort là-dessus, là, de vendre peu importe n'importe quel supplément, là, mais ouais, voilà. Autour de l'entraînement, on va parler de la grossesse, mais je pense les règles en général autour des SPM, autour les différents cycles finalement hormonaux. Il y a beaucoup encore de mythes, je pense, autour de ça. Tu avais sorti une méta-analyse, je pense que c'était 22 études qui parlaient de ça. Peux-tu en parler un petit peu comme les mythes qui tournent autour de ça beaucoup? J'ai l'impression que c'est comme encore, on en parle encore beaucoup, mais sans être vraiment dans la compréhension. C'est juste comme des suppositions, des affaires qu'on entend, là. Ben, tu sais, on parle de marketing, puis je pense que le marketing a vraiment beaucoup teinté tout ce qui est entraînement, alimentation, bien-être, mais particulièrement le marketing qui est fait autour de je te vends un programme d'entraînement qui est conçu autour de ton cycle menstruel. Ben, la méta-analyse que j'ai soulignée l'autre jour, c'était justement que ton cycle menstruel a pas nécessairement d'impact sur tes entraînements. Après ça, en fait, il peut avoir un impact, mais c'est individualisé. Donc, une fille peut se sentir super bien quand elle a ses règles avec l'entraînement. Donc, si tu as un bon niveau d'énergie, ben, va t'entraîner, tu peux faire ta force comme il faut, mais c'est pas nécessairement parce que tu as tes règles que tu vas avoir inévitablement une perte de force ou une perte au niveau de ton intensité d'entraînement. Donc, ça a été un peu nuancé par rapport à cette étude-là. Donc, moi, ce que je voulais souligner, c'était surtout le côté marketing de je te vends un programme qui est fait autour de mon cycle menstruel parce que j'ai souvent cette question-là de comment je devrais m'entraîner selon mon cycle. Selon moi, selon mon opinion, selon mon expérience, tu sais, vas-y avec ton niveau d'énergie dans la journée ou durant la semaine selon ce que tu as à faire au niveau de tes entraînements. Tu sais, tu dois être capable de regarder ton programme puis d'être capable de dire ça, c'est trop de volume pour moi, ça, c'est trop d'intensité, je vais modérer à la même mesure que, mettons, je suis malade en ce moment, ben je sais que mon volume peut pas être aussi élevé que quand je suis pas malade, ni mon intensité. Donc, à moi de le modérer. Est-ce que je vais commencer à programmer des clientes selon leur cycle menstruel? J'ai pas fini, là. Là, c'est de la gestion. Moi, je peux pas faire ça. Puis, en réalité, c'est que ça sert un peu à rien, tu sais, parce que c'est bien trop compliqué puis ça change pas grand-chose à la finalité. Moi, je préfère que la fille, elle reste constante dans ses entraînements que de commencer à changer les pourcentages de ses livres parce que elle veut se faire dire quoi faire au lieu de dire mais là, c'est quoi ma perception de l'effort aujourd'hui? C'est plus responsabiliser ça par rapport à gère ton intensité puis gère ton volume selon comment tu te sens aujourd'hui, finalement. Oui, puis tu sais, c'est ce que je trouve le fun de ce que tu dis, c'est que comme tu dis, c'est de l'individualisation dans le sens où même si tu voulais individualiser un programme d'entraînement basé sur les différentes phases, tu dis, OK, ben dans telle phase, on va diminuer un petit peu ton niveau d'intensité parce que tu risques d'avoir un peu moins de force. Si elle a fait le top shape cette journée-là, pourquoi je diminuerais son intensité ou son volume? Fait que tu sais, je me souviens, j'avais vu passer une étude à un moment donné qui avait eu la conclusion que les différentes phases n'avaient aucun impact sur la force, mais dans cette méta-analyse-là, 22 études, il y en avait où est-ce qu'on en montrait. Fait que, tu sais, c'est facile de regarder une étude puis de faire comme, mais non, les filles, cette étude-là a démontré qu'il y en a pas, fait que c'est tout dans ta tête. Non, il y en a vraiment des symptômes. C'est de l'individualisation puis ça va dépendre d'un paquet de facteurs. Il y a peut-être même un mois, ça va bien aller. L'autre mois d'après, peut-être que ce mois-là, il est un petit peu plus raide. Fait que, tu sais, comme tu dis, je pense que c'est beaucoup, vas-y à comment tu te sens. Ouais, c'était mon prochain point, ça, que d'un cycle à l'autre, tu devrais avoir des cycles relativement pareils, dans le sens où si t'es complètement folle un mois, le mois d'après, ça va bien. L'autre après, t'es complètement à terre. Là, t'as peut-être besoin de voir un médecin, ça pourrait être intéressant. Mais techniquement, tes cycles, t'auras pas nécessairement tout le temps la même énergie. Fait que d'essayer de cycler quelqu'un pour un programme, t'as pas besoin de changer ton entraînement pour ton cycle, mais comme tu l'as mentionné, ça se peut que t'aies besoin d'adapter ce que tu fais dans ton entraînement, ton volume, ton intensité, à comment tu te sens pendant ton cycle. Mais encore une fois, c'est toi qui sais comment tu te sens pendant ton cycle. Fait que si, tu sais, moi, je sais que, mettons, aujourd'hui, je suis bien dans ma semaine avec ma petite bouillotte en dessous, c'est pas le moment d'aller me taper des PR. Ça fonctionnera pas parce que je sais que moi, je vais perdre énormément de force quand je suis dans ma semaine ou la semaine avant. Après ça, il y a une semaine que là, c'est le temps, mettons, pour moi. Mais tu sais, je l'ai appris avec les années parce que mon cycle est régulier. Après ça, imagine, tu as une cliente, son cycle qui est pas régulier. Ouais. Mais je pense aussi que c'est pas par méchanceté, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent un peu cette... J'aime pas le mot excuse, c'est pas ça, mais tu sais, je pense qu'ils prennent cette occasion-là pour slacker un petit peu la pédale au niveau de l'entraînement, puis ça les déresponsabilise par rapport à
Ben, je fais pas cette semaine, ça me tentait pas. Parce que je suis dans ma semaine. Tu comprends? J'ai l'impression que j'aime pas le terme excuse facile, mais ça reste que ça déresponsabilise un petit peu la personne parce qu'elle est victime de son cycle menstruel. Tu comprends? Ouais. Fait qu'à un moment donné, ça dépend de la personnalité de la personne, ça dépend de la personne en tant que telle. Fait que moi, mon avis sur, faire un programme d'entraînement au niveau des cycles menstruels, moi, j'en fais pas. Si la personne veut avoir un programme selon son cycle, ben, qu'elle aille le chercher, mais je sais pas la pertinence, là. Mais c'est que j'ai l'impression aussi que les gens vont se convaincre des fois sans même s'en rendre compte. J'ai vu un post hier que je trouvais quand même super intéressant, puis tu sais, il y aurait plus de nuances à apporter, mais je trouvais que l'analogie était le fun. Où est-ce que le gars, il faisait comme un tour de magie avec un paquet de cartes. Puis là, il monte toutes les cartes devant lui, puis il est comme choisit une carte n'importe laquelle, il attire, il la montre à la caméra. Puis après ça, il est comme, OK, je vais la remettre littéralement dans le milieu. Puis là, il est comme, imagine que la carte, elle remonte jusqu'en haut, puis quand elle est rendue en haut, elle flippe. Puis là, on la ramène dans le milieu. Fait qu'il dit, là, je vais te montrer ta carte. Puis là, il est de même, il y a juste une carte qui est face-up, puis c'est la carte que lui avait choisie. Puis là, il est comme, wow, comment tu fais? Puis là, ce qu'il explique, c'est juste que dans le paquet de cartes, il y avait une carte face down, puis après ça, toutes les autres cartes étaient face-up, mais tu le vois pas parce que tu vois juste la carte qui est par en bas, tu sais. Fait que là, il dit, qu'est-ce que tu vois quand je te montre le paquet de cartes comme ça? Il est comme, un paquet de cartes face down. Il est comme, non, ce que tu vois, c'est une carte face down. Puis t'as tenu pour acquis que parce que celle-là était face down, que tout le reste était face down, mais il dit, on se convainc souvent de la même chose aussi. Tu vois une mauvaise affaire, puis après ça, tu supposes une ligne d'idées, de pensée directrice dans cette direction-là. Fait que j'ai l'impression que les gens, des fois, puis encore une fois, c'est définitivement pas le cas pour tout le monde, mais je vais dire les gens, les femmes en général, vont voir peut-être ça, OK, je m'en viens dans ma semaine, je sais que ça va être un petit peu plus difficile. Fait que vont se convaincre que ça va être plus difficile, je vais avoir moins d'énergie, je vais avoir moins de force, ça va être plus... Puis je dis les femmes en général, je dis pas que c'est le cas pour toutes les femmes, obviously, c'est juste les hommes, on n'a pas de règles. Vous avez d'autres défauts, on a d'autres défauts, définitivement. Mais c'est ça, tu sais, fait que c'est plus, j'ai l'impression que des fois, c'est ça, puis comme on pourrait appliquer cette logique-là à beaucoup de contextes, mais juste j'ai l'impression que des fois, on se convainc que ça va être de la merde parce que il va arriver ça, tu sais. Ah, j'ai moins bien dormi, fac, je vais avoir un entraînement de merde. Ah, j'ai skippé un repas, fac, je vais avoir une journée de merde. Tu sais, c'est juste... On a une mauvaise affaire, puis on l'étire après ça dans un paquet de contextes après. J'en avais déjà parlé drôlement, là, de façon plus humoristique sur la façon dont on se fie, mettons, aux technologies maintenant pour s'entraîner ou pas s'entraîner. Fait que si ta montre te dit que t'as mal dormi, des biométriques qu'on utilise pour savoir, bon, je veux savoir un entraînement de marde aujourd'hui ou ça va super bien aller. Si tu te lèves le matin puis que ça devient un peu obsessionnel aussi, parce que je pense que ce côté obsession de vouloir tout quantifier, si je me lève le matin puis que ma montre me dit body battery à genre 50, ben ça se peut que ça influence négativement sans nécessairement que je le veuille mon entraînement. Après ça, je pense qu'il faut qu'on se reconnecte un petit peu à comment est-ce qu'on se sent nous sans savoir quelque chose d'externe qui nous dit ben t'as super bien dormi, fait que tu peux avoir un bon entraînement. Ta montre, c'est une mesure parmi tant d'autres. Moi, c'est rendu que j'enlève parce que ça m'énerve le matin quand je vois que je le sais quand j'ai pas bien dormi. Mes enfants me lèvent le matin. J'ai pas besoin de me faire confirmer comment je fais ça. Je suis très consciente de ça. À la même mesure que des fois, surtout les Garmin, là, ça mesure quand même beaucoup de trucs pour savoir si t'es prête à l'entraînement ou si ta récupération est assez adéquate pour maintenir ton training. À un moment donné, fais-le pareil, puis je veux dire, tu sens là, le matin quand t'as pas le goût de t'entraîner ou puis que ça sera pas un entraînement optimal. Fait que des fois, c'est juste de se déconnecter pour se reconnecter un peu à comment on se sent vraiment, là. Ouais, c'est Loulou is de ça, Loulou. Non, mais pour vrai, puis juste pour faire du pouce là-dessus aussi, ouais, c'est ça, exactement. Là, j'ai perdu mon truc. Excuse-moi. C'est pas grave, vas-y. Mais j'allais dire, je sais qu'il avait fait au moins une... Ah oui, c'est vrai, je l'ai, excuse. Bon. La flûte après la pause, guys. Là, le remède à ça, le meilleur remède que je peux vous donner, essayez-le. Point. Faites juste le tester. Tu t'en vas au gym, teste-le, essaye de te pousser quand même comme d'habitude, puis si ça fonctionne pas, physiquement, tu vas le ressentir là que t'es pas capable, mais partez pas avec l'idée de « Ah, parce que ça va moins bien aller ». Non, vas-y. Dis-toi, ça va bien aller, je vais être capable de le faire, je vais être capable de pousser sans vous mettre la pression de le faire si ça fonctionne pas, puis juste try it out. Essaye-le. Si ça fonctionne, tant mieux. Puis si vous avez... tout de suite, là. Tu le sais tout de suite. Si vous n'avez pas l'énergie, au moins, vous allez pouvoir constater, OK, j'ai vraiment pas l'énergie, c'est pas juste dans ma tête. Mais c'est sûr que si tu vas là dans l'idée de, mais je vais faire attention, Non. Peut-être que tu passes à côté des gains que tu pourras avoir, puis on vous le rappelle encore, mais vous êtes les premiers à chialer que vous n'avez pas des progrès assez rapidement. Fait que
d'avoir des, tu sais, comme tu disais tantôt, déresponsabiliser ce genre de cycle-là, de comme, ah, ben, tu sais, là, j'ai l'excuse pour pousser moins fort, pour comme, me slacker un peu, ben, dis-toi que c'est des résultats que t'as en moins. Fait que fais juste le tester, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Si c'est de lâcher prise là-dessus aussi. Oui, puis c'est que je pense que tout le monde pourrait attester ici au moins une fois dans leur vie. Ils ont eu des workouts où est-ce que je me suis levé le matin, je me sentais fatigué, j'avais l'impression que j'allais avoir un moins bon workout. Finalement, je suis arrivé là que j'ai tout cassé. Ouais. Comme ça nous est tout arrivé au moins une fois, là. Fait que, tu sais, mais ce que j'allais dire avant que Jess m'interrompe, c'est qu'il avait fait, c'est ça, au moins une étude là-dessus où est-ce qu'il regardait, il faisait dormir du monde dans des genres de trucs où est-ce qu'il pouvait comme analyser vraiment leur phase de sommeil puis la qualité de leur sommeil. It must be nice. Pour toi, ça serait chaotique. Puis, il leur, après ça, en fonction des résultats qu'il y avait eu, il leur montrait pas, mais il leur disait s'il y avait eu une bonne ou une mauvaise nuit, puis il leur disait l'inverse de ce qu'il y avait eu. Fait que mettons que t'as eu une bonne nuit, je te convainc que t'as vraiment eu des statistiques de merde. T'as eu une mauvaise nuit, je te convainc que t'as eu des bonnes statistiques. Puis finalement, ce que les gens croyaient avait une plus grande influence sur l'énergie perçue à travers leur journée que les actual statistiques. Fait que si t'avais eu une bonne nuit, statistiquement parlant, mais que je te disais que t'avais eu des stats de merde, ça te convainquait que t'avais pas eu une bonne nuit, puis là, on est un peu plus léthargique. T'as eu une nuit de merde, je te convainc que tes stats étaient incroyables. J'ai un peu plus d'énergie, j'ai un regain. Fait que souvent, ce qu'on se convainc va vraiment avoir un plus gros impact que... Ben, l'effet placebo. Donc, enlève ta montre. C'est ça, tu sais, je veux dire, je pense que ça peut être intéressant sur une courte période, des fois, juste pour avoir une idée générale de où est-ce que tu te situes. Mais tu sais, moi, tu sais, j'ai une aura depuis 4 ans maintenant. Je la garde parce que moi, je suis capable de rester relativement impartial par rapport à ça. Ça me stresse pas. Mais tu sais, honnêtement, si un jour elle finit par me lâcher, je sais pas si je vais m'en racheter une, honnêtement. Là, c'est ça. Mais tu sais, ça peut être pratique si tu ressens que tu as des problèmes de santé plus récents, puis tu sais pas à quoi les attribuer, puis tu te rends compte, c'est quelqu'un qui pourrait commencer à faire de l'apnée du sommeil, on va dire, qu'il y a des doutes que, bon, mais ça peut être intéressant de mesurer, c'est vrai, tu sais, mes stats sont tout le temps quand même mauvaises, peut-être que je pourrais aller passer des tests, mais outre ça, tu sais, les parents, là, ayez pas ces outils-là, c'est sûr, votre sommeil, les jeunes enfants, c'est de la merde. Oui. Comment tu t'es adapté avec l'entraînement durant ta grossesse? Comment je me suis adaptée? Ouais. Est-ce que tu as fait des adaptations? Puis ça, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de mythes. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, j'entends souvent justement faut que tu baisses ton intensité, faut que tu t'entraînes moins, faut que tu arrêtes de t'entraîner, faut que tu arrêtes de faire des gros exercices comme les compounds, les deadlifts, ce genre d'affaires-là. Tu sais, toi, comment t'as vécu ça? J'ai tout fait. J'ai tout fait ce qu'ils ont pensé qu'il fallait pas. Non, mais, tu sais, 100% là, honnête, là, tu sais, en 2014, comme je te dis, quand je tombais en fait, en 2013, quand je tombais enceinte, j'ai accouché en 2014. En 2013, tu sais, j'avais pas le volume d'entraînement que j'avais en 2019 pour mon deuxième. Fait que j'étais vraiment plus dans l'inconnu, mettons, qu'en 2019. Mais je me suis entraînée de la même façon. J'avais beaucoup moins d'outils à l'époque. Fait que c'est sûr que, tu sais, j'y allais un petit peu à tâtons, là, si on veut dire ça comme ça. L'adaptation, je l'ai fait plus au niveau corporel, dans le sens où mon ventre était plus proéminent. Il y a des mouvements que je pouvais pas nécessairement faire, tu sais, de l'haltérophilie, bumping bar au niveau, tu sais, de l'utérus, parce que tu tires ta barre, ben, tu sais, t'as un ventre quand même qui prend de la place. Je voulais pas l'accrocher, tu sais, faire des push-ups sur un ventre, c'est pas nécessairement optimal. Non, pas très bas. Non, c'est ça. Tu sais, c'était plus, mettons, moi, je fais toujours l'analogie d'une personne enceinte doit s'entraîner comme une personne, mettons, qui est blessée à une épaule, à un genou. Tu sais, tout est possible, sauf que on adapte. Tu sais, puis on n'adapte pas en fonction à l'époque, je l'ai déjà fait, là, tu sais, puis les pratiques que j'ai fait il y a 15 ans, puis ce que je fais maintenant, c'est pas pareil. Tu sais, on se remet dans le contexte de l'époque. Quand je faisais des entraînements à des mamans qui étaient enceintes, ben j'essayais vraiment d'y aller trimestre par trimestre. On essaie d'éviter les sauts rendus au deuxième trimestre. On évite les abdos, on évite certains mouvements. Maintenant, ma recommandation générale, c'est continuer de tout faire, puis tu peux même commencer à t'entraîner enceinte sous l'accord de ton médecin. Là, toujours, si tu as des prédispositions, c'est sûr que ton médecin va te le dire. Par contre, tu peux continuer de tout faire. Tu peux courir, tu peux sauter, Après, tu y vas avec ton gros bon sens. T'sais, nous, au CrossFit, on fait souvent des sauts sur une boîte. Moi, personnellement, est-ce que je le ferais? Je l'ai fait. Est-ce que je le ferais à un certain stade de ma grossesse quand mon ventre est proéminent puis que je pourrais tomber sur la boîte? Parce que même des athlètes professionnels de CrossFit, ça arrive. Moi, je le ferais pas puis je donnerais pas ça à ma cliente à faire, mais ça reste que c'est sa décision, tu sais. Il y a des athlètes de haut niveau de CrossFit qui sont tombés enceintes dans les dernières années, qui ont fait des choses que moi, j'aurais pas fait.
Après ça, ça reste que moi, c'est un jugement que j'ai par rapport à ça, mais la décision leur appartient quand même. Fait qu'on est qui pour juger une fille qui veut continuer de faire de la course, un demi-marathon ou un marathon quand elle est enceinte? Il y en a plein qui l'ont fait, là. Fait que pour ta perception des choses, c'est peut-être intense, mais selon elle, ça fait peut-être des années qu'elle court puis que elle, c'est ce qui lui fait du bien aussi. Fait que moi, comment j'ai adapté mes entraînements durant la grossesse, j'y allais selon mon feeling, qu'est-ce que j'étais confortable, puis qu'est-ce que j'étais game un peu de faire. C'est un peu ça. La course, ça me convenait un petit peu moins, j'ai slacké. Les sauts, ça me convenait un petit peu moins au niveau de mon périnée, j'en ai fait un petit peu moins de grossesse en grossesse. Fait qu'il y a plein de choses comme ça que j'ai adaptées, mais c'est à la même mesure que t'as un client qui est blessé au genou, tu vas pas lui dire, bon, on se revoit dans 9 mois. Non, tu vas adapter ses entraînements puis tu vas lui dire, non, ça va te faire du bien de bouger quand même. Fait que c'est plus comme ça maintenant que j'adapte les entraînements d'une fille qui est enceinte, à moins de contre-indication toujours. Là, sinon, je les réfère à des professionnels, genre physiothérapeutes en santé pelvienne et périnéale, qui n'existaient pas nécessairement en 2014 quand j'ai eu ma fille. Et ensuite, là, ça s'est développé en 2019-2021 pour mes 2 autres enfants. J'ai continué de m'entraîner. C'était aussi durant la pandémie. Fait que, ça m'a vraiment fait du bien à ma santé mentale de, être chez nous, faire mon training, faire mes affaires. Puis, je prends toujours aussi la grossesse comme un genre de... On se maintient. Il faut que les attentes des mamans changent un petit peu aussi. On n'est pas dans l'acquisition de gains musculaires, ni de force, ni quoi que ce soit, quoique ça peut vraiment arriver. Mais on est dans le maintien. Au niveau tant physique que mental, je pense que c'est important que les filles, surtout les athlètes, là, fassent un shifting sur leur performance durant la grossesse. Comment était ton premier trimestre? Ça dépend de chaque enfant. Encore une fois, je veux pas dire que c'est une question de circonstances puis de déresponsabilisation, mais il y en a qui... Moi, j'ai des amis proches de moi qui ont eu un premier trimestre épouvantable. Moi, ça n'a pas été si pire que ça. Ce qui est tough, c'est que de faire comprendre à une personne qui est pas si athlétique que ça ou si athlète que ça, de faire comprendre que l'entraînement, ça va te faire du bien pour tes nausées, puis ça va te faire du bien pour ton énergie. Déjà, des femmes pas enceintes, ils ont de la difficulté à mettre un pied dans le gym. Si en plus, tu leur dis, hey, t'es enceinte, tu vas avoir des nausées toute la journée, là, va au gym, va t'entraîner, ça va te faire du bien. L'argumentaire, il est difficile. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que pour ma part, ça n'a pas été si pire que ça. J'ai eu des amis qui ont été malades tout le long de leur grossesse. C'est difficile à prédire. Tu le sais pas, c'est comme l'accouchement, tu sais. Comment je vais m'entraîner ou combien de temps je vais pouvoir m'entraîner après mon accouchement? On ne sait pas. On ne sait pas comment ton accouchement va se passer. J'ai eu une césarienne puis j'ai eu 2 accouchements par voie basse après. T'sais, est-ce que j'étais plus maganée à ma césarienne? Oui, mais j'ai eu un deuxième accouchement où j'ai eu plusieurs points de suture, puis ça m'a pris un petit peu plus de temps de m'en remettre. Mais c'est ça, fait qu'on peut pas prédire comment ça va se passer une grossesse, puis on peut pas se prédire comment ça va se passer un accouchement, fait que les recommandations sont super individualisées dans ce cas-là. C'est toujours du cas par cas. Ouais. Je me souviens, j'en ai déjà eu des clientes qui étaient enceintes, puis tu sais, je travaille toujours en suivi bien tête avec eux de donner des nouvelles à toutes les semaines de comment ça se passe. Dès que ton médecin te donne du feedback, je veux le savoir. Je sais qu'une affaire que j'ai tendance à faire, c'est de faire beaucoup de renforcement de chaîne postérieure parce que justement, t'as de plus en plus de poids qui te tire vers l'avant. Fait que souvent, le cou, le dos, ischio fessier, tout ça, juste pour dire que on te supporte le plus possible. J'avais tendance à prioriser ça, mais tu sais, même principe là, hey, ton médecin t'a dit qu'il fallait que tu tires sa plug pour peu importe quelle raison qu'il y avait potentiellement de complications. Écoute, je peux continuer à faire ton suivi alimentaire en attendant, mais comme on va se revoir quand ça va être temps de se revoir. Puis même principe, tu sais, c'est ça. J'avais des clientes des fois qui étaient en perte de gras, tombent enceintes. Je t'annonce que la phase de perte de gras est terminée. On va se mettre en maintien pour les prochains mois et on recommencera dans 1 an. C'est ça, mais tu sais, c'est un peu ton rôle aussi de lui faire comprendre, tu sais, puis dans ses attentes par rapport aux prochains mois, ça peut être super difficile, tu sais, de dire, aïe, là, tu sais, mettons une athlète qui tombe enceinte, là, c'est comme, aïe, mon corps va changer, là. Ça, c'est difficile. Tu sais, ma première, là, en 2014, quand j'avais 23 ans, j'étais comme, hey, je vais être enceinte, là, puis c'est quoi le corps d'une femme après une grossesse? Tu sais, je le savais pas nécessairement. Là, maintenant, c'est mon rôle, tu sais, de dire, puis c'est un peu ça que j'essaie de faire sur mes réseaux sociaux, c'est de dire, tu sais, le corps avant grossesse, il est pas toujours mieux que le après, tu sais, dans le sens où le après peut être encore plus magnifique que ton avant, tu sais, c'est pas nécessairement le but ultime non plus de retrouver ton corps d'avant. C'est 2 corps qui sont différents. Tu sais, la grossesse, tu sais, vous l'avez pas vécu, vous n'êtes pas encore parent, mais ça transforme, tu sais, autant physiquement que mentalement. Fait que
Fait que c'est ça, tu sais, je pense que les filles doivent avoir des attentes un peu différentes par rapport à comment est-ce qu'on s'entraîne, puis comment est-ce qu'on, tu sais, l'alimentation, ben là, maintenant, c'est pour toi puis c'est pour ton bébé. Puis l'alimentation peut avoir un impact hyper positif aussi sur ton corps durant ta grossesse. Puis, tu sais, tu transmets toutes les décisions que tu vas faire vont se transmettre à ton bébé par la bande. Au niveau de tes choix alimentaires, par exemple, puis au niveau de tes entraînements aussi, là. Mais il y a le guide canadien, justement, de l'entraînement durant la grossesse a changé durant les dernières années. Puis leur recommandation, c'est ça, tu sais, c'est bouger le plus souvent possible. Avant, il y avait vraiment des barèmes à limiter au niveau ton rythme cardiaque pouvait pas dépasser un tel chiffre. Puis après ça, c'était des mouvements plus à risque qui étaient complètement évités. Puis là, ça commence à changer. Il y a de plus en plus d'études aussi qui démontrent là, que souvent, avant, en fait, à l'époque, on déconditionnait plus les gens qu'on les reconditionnait. Même au niveau des abdos, tu sais, c'est faut vraiment pas faire d'abdos. Là, maintenant, les indications sont différentes. Il faut travailler la chaîne abdominale durant la grossesse parce que sinon, ça peut avoir un impact négatif durant la grossesse, mais aussi en postpartum. Fait que je vous encourage fortement à aller, pas vous, mais peut-être éventuellement, aller en physiothérapie, en santé pelvienne et périnéale, aller consulter un spécialiste. Puis aller consulter quelqu'un qui s'entraîne. C'est plate à dire, mais il y a des physios, des fois, qui sont pas nécessairement top dans le sport. Fait que si vous choisissez un physiothérapeute, c'est vraiment d'aller choisir quelqu'un qui connaît l'entraînement que vous faites. Si vous faites du hockey, ben allez essayer de trouver un thérapeute qui connaît le sport parce que on veut des recommandations par rapport au sport qu'on pratique. Ça, c'est super important là, pour les femmes, là, finalement. Ouais, 100%. Ma blonde elle avait dû aller voir un physio suite à des complications de santé cette année. Mais ma blonde, c'est une fille qui est beaucoup dans le CrossFit. Elle court beaucoup. Elle voulait recommencer à faire du CrossFit puis courir beaucoup. Là, elle était dans une situation où est-ce qu'elle était presque alitée pendant des semaines. Fait que ça a été plus difficile. On est allé voir Alexis Goujon, qu'on a déjà reçu à notre podcast. Puis lui, c'est un gars qui est beaucoup dans le sport. Il court beaucoup, il fait du vélo, il fait du ski, tout ça. Fait que, tu sais, sa première rencontre, parce que j'étais là avec elle, il était comme, on va te donner des objectifs athlétique, sportif que tu veux recommencer à faire parce que ça va te driver à continuer. Puis on sait que c'est ça qu'on veut. C'est pas juste une question de on veut que tu bouges, c'est une question tu veux performer. Ouais. C'est ça qu'on veut. Puis encore une fois, tu sais, là, ça c'est le bout, tu pourras peut-être me corriger si je me trompe parce que obviously, je n'expérimenterai jamais de grossesse. À part si je prends du body fat, mais c'est un autre genre de grossesse. Mais j'ai l'impression aussi que plus tu restes active à travers ta grossesse, plus après ça, l'espèce de recovery postpartum va être moins difficile. Du moins, j'ai l'impression que si tu te maintiens bien puis tu continues de performer dans la mesure de ce que tu es capable de faire durant la grossesse, le après risque d'être plus facile aussi. Plus facile ou probablement, tu sais, je me suis jamais désentraînée durant mes grossesses, fait que je pourrais pas te le dire. Il y a une chose que je peux te dire, c'est que c'est unanime autour de mes amis et moi qui se sont entraînés jusqu'au dernier jour de notre grossesse. C'est après, le après, il est tough. Tu sais, là, t'as ton bébé, t'as un changement au niveau hormonal, puis quand tu recommences à t'entraîner, c'est comme si tu t'étais pas entraîné durant les 6 derniers mois. Littéralement, tu te dis, hey, je peux pas croire qu'il y a des gens qui s'entraînent pas durant leur grossesse, comme comment elles se sentent. On s'entraîne, tu sais, 5-6 fois semaine depuis des années, mais après la grossesse, j'ai toujours eu la même remarque. Les 3 fois où j'ai accouché, je me suis dit, maudite chance que je me suis entraînée parce que je sais pas comment je me sentirais en ce moment, tu sais. Fait que, ouais, effectivement, ça, tout à fait raison. Ouais. Mais j'ai l'impression aussi que, tu sais, ceux qui vont critiquer peut-être les gens, les femmes qui s'entraînent durant leur grossesse, souvent c'est du monde qui s'entraîne pas. Mais ça c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant parce que non, mais les gens vont pas critiquer les femmes pour ce qu'elles mangent et Dieu sait qu'il y en a qui ont une alimentation assez douteuse alors que comme tu l'as mentionné, c'est ça que tu donnes à ton bébé et l'alimentation québécoise moyenne de base est déjà pas terrible. Fait que je dis puis tu sais sans jugement sur les gens, c'est ce que les gens connaissent, ils n'ont pas de notion de savon d'alimentation. Mais ça, on le jugera pas. Une femme enceinte peut se claquer 4 cheesecakes dans une journée puis faire ça 5 fois semaine puis absolument aucun problème, c'est correct être enceinte. Mais la femme qui va aller courir puis s'entraîner, par exemple, oh mon Dieu, mais ça pourrait être dangereux pour ton bébé. Ouais. Make that make sense. Comme, moi, je m'en fous, vous faites ce que vous voulez, là. Je jugerai ni l'un ni l'autre. Ça me tente pas d'être enceinte, je jugerai pas les choix de Je pense que c'est plus l'inconnu, tu sais. Je pense que c'est des commentaires qui sont sollicités, des commentaires non sollicités, pas méchants, qui sont complètement inappropriés, tu sais. Il y a déjà une fille qui est arrivée dans un gym,
Puis elle m'a dit, hey, mon amie est arrivée dans le gym, elle a vu des filles enceintes s'entraîner, puis la fille lui a dit comme son bébé va se décrocher, là. Ton bébé ne se décroche pas de ton utérus, là. Mais ça reste que c'est des craintes, tu sais. Moi, j'ai souvent, là, quand je fais mes appels exploratoires, tu sais, OK, mais là, je peux-tu m'entraîner durant ma grossesse? C'est-tu dangereux? C'est-tu pas dangereux? C'est des craintes qui sont réelles. Puis, tu sais, le médecin, là, il est pas là pour répondre à des questions sur l'entraînement, là. Tu sais, malheureusement, c'est pas son rôle, puis tu sais, ça appartient à d'autres mondes, sauf que y a personne qui prend la balle, tu sais, pour dire tu peux continuer. Tu sais, il y a pas beaucoup de prévention, on le sait, là. Puis, tu sais, il y a pas beaucoup de gens qui vont faire la promotion d'entraînement durant la grossesse. Fait que c'est sûr que c'est plein de mythes ancrés de génération en génération. Moi, ma grand-mère qui sait que je m'entraîne, qui voit les vidéos d'entraînement quand j'étais enceinte, elle doit capoter, là. Parce que, tu sais, à l'époque, c'était pas comme ça. Puis à l'époque de ma mère, c'était non plus pas comme ça. J'ai jamais eu de jugement dans mon entourage, je suis chanceuse, mais je sais que j'ai beaucoup de clientes qui ont des jugements dans leur entourage. Fait qu'après ça, c'est de faire face à ces jugements-là, c'est de dire, regarde, je le fais pour moi, puis tu sais, c'est de faire abstraction de tous les jugements qu'on peut entendre. Là. 100%. Que les femmes aient peur de s'entraîner pour le bien du bébé, ça, je le comprends, parce que je veux dire, on connaît pas ça, là. Je veux dire, je suis une femme, puis ben, je m'intéresse plus ou moins au sujet, parce que j'en veux pas d'enfants, mais je veux dire, dans le sens, tu sais, même quand tu t'intéresses au sujet, il y en a pas tant que ça d'informations viables de OK, mais qu'est-ce que je fais une fois que je suis enceinte? Comment je m'occupe correctement de mon bébé, tu sais? Fait que ça, je comprends la peur de quand tu l'entres dans toi, tu veux y faire attention, mais je comprendrai jamais que les autres se permettent de passer des commentaires parce que il y a des gens, ça peut être de la curiosité, ça peut être bienveillant, ça peut être comme ah, OK, tu t'entraînes, mais tu sais, moi, j'ai entendu telle chose, tu sais, puis tu peux discuter avec ces gens-là, mais il y a des gens qui vont être tellement rough dans les commentaires avec les femmes enceintes. Je suis comme, mais pour qui tu te prends? C'est que j'ai l'impression... Ça part tout de l'ignorance, selon moi. Oui. C'est juste qu'il y a une façon de l'apporter où est-ce que tu peux soit poser des questions parce que, légitimement, tu connais pas ça puis ça t'intéresse, ou il y en a qui vont juste porter des jugements puis c'est comme, non, ça, c'est un fait. Mais tu connais pas ça. Pose des questions. Tu sais. C'est ça. Mais tu sais, je pense qu'il faut que tu aies juste la réponse. Comme, ben, moi, je suis confortable là-dedans. Puis il faut que tu aies confiance en toi là, quand tu fais quelque chose qui est un petit peu hors norme. Là. Tu sais, moi, quand j'ai eu ma fille à 23 ans, là, j'en ai eu des commentaires. Il y a une madame qui m'a arrêté qui m'a dit hey, t'es bien jeune pour avoir un enfant. J'étais comme Colin. OK, ben, je sais pas quoi dire. Là, je veux dire, à un moment donné. Il pourrait être en vie puis on n'en parle pas. Non, mais tu sais, dans ces moments-là, tu sais jamais comment répondre. Je pense que ça met les gens dans un malaise. Puis moi, ce qui m'énerve, c'est que ça met un doute dans la tête des mamans de genre, hey, ça pourrait être potentiellement dangereux ce que tu fais, ce qui est totalement faux. Mais ça met un doute dans la tête des femmes qui portent un enfant. Fait que c'est un peu comme n'importe quoi. Tu sais, je pense que c'est pas mal intentionné, c'est juste vraiment maladroit. Tu sais, je vais dire ça comme ça. Je pense que c'est que les gens, comme ils connaissent pas ça, vont laisser transparaître leurs insécurités ou leurs craintes 100%, dans ton cas. Tu sais. Je comprends, mais en même temps... Je dis pas que c'est une bonne chose, là. Non, mais ça, j'allais dire, c'est parce que je trouve qu'on excuse beaucoup les gens qui ont des commentaires inappropriés. Puis tu sais, j'ai beaucoup de mamans puis dans mon entourage, puis beaucoup de femmes qui se reprennent en main, puis tout le temps les commentaires de la famille, puis les ci, puis les ça. Puis tu sais, je trouve ça dommage que ce soit les gens qui travaillent sur eux pour les gens qui travaillent pas sur eux. Ouais. Fait que c'est pour ça, je trouve qu'on excuse beaucoup non, c'est pas mal intentionné, mais t'as aussi une option qui s'appelle se mêler de tes affaires puis farmer ta gueule aussi, tu comprends? Comme elle est disponible, elle est gratuite, puis elle est aussi accessible que l'autre qui est. Je le vois beaucoup moi, dans la consommation d'alcool de mes clients. Quand mes clients, ils essaient de diminuer leur consommation d'alcool, ils ont beaucoup de jugements par rapport à ça. Fait que je pense que c'est un peu de la jalousie. Tu sais, pas nécessairement intentionnel, là, mais tu sais, inconnu, jalousie, jugement, questionnement, il fait ça différemment. Pourquoi elle fait ça, tu sais? Oui, on a reçu une ancienne alcoolique à notre podcast il y a quelques mois de ça, puis ça, c'est une des affaires qu'elle nous mentionnait beaucoup. Est-ce que, tu sais, on en parlait durant cet épisode-là, on était comme l'alcool, c'est probablement la seule, ou du moins une des seules drogues que c'est toi qui se fais juger quand t'en prends pas. Oui. Ouais, à chaque fois qu'on a sorti un clip de ça dans les derniers mois, c'est allé fucking viral parce que le monde parle d'alcool comme quoi c'est sentimental, tu sais. Les gens sont émotifs par rapport à ça. J'ai encore à ce jour jamais entendu de réponse ou de commentaire ou quoi que ce soit basé sur la logique. C'est toujours émotif. C'est toujours émotif. Ouais. C'est toujours émotif. C'est comme mais là c'est là-dedans, tu sais de je suis pas prête à arrêter. Puis tu sais en même temps, mettons en tant que thérapeute, là, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai de la misère parce que je veux pas porter un jugement sur la personne qui consomme de l'alcool. Tu sais, elle a sa journée à faire là-dedans. Ouais. Sauf que c'est poison. Ouais.
C'est, Ouais. OK, combien c'est bon? 0. C'est ça, les études qui démontrent, c'est le moins possible parce que c'est du poison. Encore une fois, je pense que ça revient au marketing. T'sais, comment est-ce qu'on l'a mis dans la tête des gens, dans les publicités, dans les films. J'ai vu un truc par rapport à ça hier que Myriam Baudry avait partagé, où est-ce que là, je sortirai pas de stats parce que je m'en souviendrai pas par cœur, mais il y avait un message de un des directeurs de la SAQ ou quelque chose comme ça, Ouais. qui avait sorti un message comme quoi la génération Z consommait de moins en Ouais, moins mais t'as vu ce d'alcool. qu'ils font maintenant? Ils Mais dégagent c'est ça. des influenceurs pour Exactement. augmenter l'influence, là, finalement, des gens à consommer plus d'alcool. C'est ça, Ouais. il avait sorti un message comme quoi il voulait en tout cas, entamer des mesures pour faire en sorte qu'on soit capable de répondre à une plus grande clientèle puis aller chercher plus les jeunes. Fait que là, c'est ça, là, il y a des influenceurs, là, ça a l'air qu'il y a ils vont jouer avec les heures d'ouverture et de fermeture pour que ça soit ouvert plus longtemps. Ouais. Puis je suis comme, on s'en va pas dans la bonne direction, là. C'est comme, c'était pas ça le problème, le marketing puis les heures d'ouverture avec votre Ouais. produit, là. C'est juste que, tu sais, moi, personnellement, tu sais, par rapport à ma journey, à moi, par rapport à ça, tu sais, avant d'avoir ma fille, là, ça a été une période difficile, là. Puis, tu sais, je consommais, puis... Souvent, ça vient avec la jeune vingtaine où est-ce que Ouais. t'es dans tes expériences. Oui, t'es de dans jeune des vingtaine. expériences, je regrette 0, sauf que t'as aussi quand même un état d'esprit, tu le sais quand c'est pas juste du party. Tu comprends ça? Ouais. Ça, ouais. Tu sais, tu le sais que t'es en train de camoufler quelque chose qui file pas. Puis rendu à un certain âge, je pense que c'est ça qui est difficile, c'est de se dire, comme, si j'arrête, si t'es en train de me demander d'arrêter, c'est parce que j'ai un problème en ce moment. Tu comprends? Comme moi, j'essaie de faire comprendre ça aux gens de ta consommation d'alcool. Puis c'est toujours comme ça que je l'amène quand j'ai mes clients, tu sais, c'est, tu veux des résultats, puis je les amène toujours aux résultats, aux objectifs que eux veulent. Tu veux des résultats, voici le comportement que tu adoptes. En ce moment, si tu veux ces résultats-là, on doit changer un comportement. Et puis là, tu me dis, par exemple, par rapport à ta consommation d'alcool, trouble du sommeil, trouble de l'humeur, trouble au niveau de tes SPM, par exemple, difficulté au gym, difficulté de concentration. Mais là, moi, je fais un peu un lien de causalité. Tu sais, je suis pas scientifique, mais quand même, là, je veux dire, si la personne, elle consomme beaucoup dans sa fin de semaine, puis que la semaine suivante, ça va pas super bien, Ding, ding, ding. on peut faire des liens, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça que moi, j'essaie de l'aborder pour essayer de faire comprendre à la personne que, tu sais, sa consommation a un impact négatif sur les objectifs qu'elle va avoir, puis d'identifier les symptômes aussi, tu comprends? Oui, puis c'est que souvent, les gens réalisent pas que les impacts sont sur une relativement longue durée. Puis là, rendu là, c'est que ça va dépendre à quel point tu as consommé, puis tu sais, ça va dépendre d'un paquet de facteurs. Mais j'avais la discussion avec un client cette semaine où est-ce que, en fin de semaine passée, il y avait eu un souper chez ses parents, puis il avait pris genre une bouteille de vin à lui tout seul. Puis le lendemain, il était comme, j'étais un peu hungover, fait que ça me tentait pas tant de suivre le plan, fait que j'ai pas mangé mon plan, je filais pour une poutine de soir, j'ai pris une poutine de soir, puis comme le lendemain, je suis rembarqué, tu sais. Fait que j'étais comme, je dis, le plus gros problème avec ça, c'est pas tant la soirée que t'as eu ou est-ce que, tu sais, t'as eu ton repas, c'est les répercussions qui perdurent dans le temps après. Ça avait juste été, mettons, oublie ta bouteille de vin, t'as eu un repas qui était un peu plus gras cette journée-là parce que, tu t'es fait inviter pis t'avais envie d'en profiter, c'est correct. Mais le lendemain, tu rembarques sur ton plan parce que tu files pas comme un tas de marde après. Ouais. Là, le lendemain, t'es super hungover, t'as des brûlements d'estomac, t'as pas faim, fait que ça te tente pas de suivre ton plan. Fatigué. T'es plus fatigué, fait que tu bouges moins. T'arrives le soir, t'as pas mangé de la journée, qu'est-ce que tu penses qu'il arrive? T'as plus de craving, c'est rare que tu craves une poitrine de poulet pis des brocolis. Fait que tu t'en vas te claquer une poutine. Fait que je sais, c'est juste, on réalise pas que l'impact perdure dans le temps. C'est pas juste cette soirée-là, c'est comment ça va t'impacter dans les jours qui suivent après. C'est rare qu'après une brosse, c'est un bon training aussi, là. Mais La semaine suivante. Ben oui, exact. ouais, c'est ça. Pas juste le lendemain, là. C'est comme ça. plus long. Plus tu vieillis, pire c'est. Ouais. Ben, j'ai vu une étude justement là-dessus par rapport à... Il y a vraiment un impact sur ton âge puis ta tolérance à l'alcool. Il y a plein de changements hormonaux qui font en sorte que tu tolères vraiment moins l'alcool. Moi, j'en ai 35, là. Tu sais, à 25 ans, j'étais capable, là. Ouais. 35 ans, là, ça me tente moins, mettons, là. Pour plein de raisons, là. Oui, c'est ça. Bon, le lendemain, j'ai 3 petits bonhommes, là, bonne femme aussi, qui viennent me voir, là, puis qui ont besoin de moi, mais c'est ça. Fait que, ouais. J'avais un cardiologue qui m'avait dit, avant 25 ans, peu importe ce que tu fais, à moins d'avoir des prédispositions génétiques, ça n'a pas vraiment d'impact à long terme. C'est comme tu peux le ramener, mettons, si peu importe ce que tu fais. Après ça,
It's downhill. C'est ça. J'étais comme, c'est super. C'est ça. Mais tu sais, comme j'avais une cliente à qui j'ai fait son suivi aussi cette semaine qui m'avait sorti un message un peu à l'inverse parce qu'elle était comme, elle dit, j'avais eu une fin de semaine à Québec, j'avais comme un genre de gala pour la compagnie avec laquelle je travaillais. C'était une soirée, il y avait un buffet, il y avait de l'alcool à volonté, tout ça. Puis elle dit, j'ai trouvé ça le fun parce qu'elle dit, je me suis permis de prendre, tu sais, 2-3 verres durant ma soirée, mais elle dit, j'ai vraiment eu la réalisation de, un moment donné, j'ai pris un verre, j'ai pris une gorgée, puis j'étais comme, non, celui-là, il est de trop. Puis elle dit, je l'ai juste déposé puis j'ai fini ma soirée là parce qu'elle était comme, je sais comment je vais me sentir le lendemain si je continue. Puis elle dit, j'avais pas envie d'être hangover puis de juste perdre ma journée. Elle dit, j'avais envie je viens pas de Québec, j'avais envie d'aller prendre une marche dans le coin puis de profiter de la place puis d'être de bonne humeur puis d'avoir de l'énergie. Fait qu'elle était comme, elle dit, j'ai pas rien bu. Mais elle dit, j'ai reconnu, elle était où ma limite, puis elle dit, au lieu de, avant, j'aurais juste fait comme, ben, c'est pas grave, c'est une belle soirée, puis tout le monde en profite. Elle dit, là, comme, j'ai reconnu ma limite, puis j'ai arrêté là, puis j'ai vraiment passé de meilleure journée. Combien de plans on fait ça brosse qui se passe jamais le lendemain, puis le soir, le lendemain? Mais tu sais, c'est toujours une motivation intrinsèque aussi, je pense. Tu sais, c'est ça qui est important de souligner aux gens, là, je pense. C'est, tu sais, tant et aussi longtemps que ça viendra pas de toi, ça va être difficile. Tu sais, quand même bien que ça vienne de moi, que tu veux que tu arrêtes de consommer de l'alcool, si ça vient pas de toi, puis si t'es pas rendu là dans ton processus, je peux rien faire, tu comprends? Mais ça, c'est une affaire que je lui disais, puis j'étais comme, une de mes plus grandes fiertés avec elle, puis je suis rendu là, je lui ai donné des outils là-dedans, mais on s'entend que c'est elle qui l'a fait. J'étais comme, t'as été très bonne, on commence son 6e mois, t'as été très bonne dans les 5 derniers mois pour toujours te faire des réflexions par rapport à ce que tu faisais. De te confronter par rapport à, OK, j'ai fait ça. C'était pas exactement, ça m'a pas donné le résultat que je voulais. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois? Puis dans ces check-ins, elle me notait beaucoup de pistes de réflexion qu'elle s'était faites comme ça, où est-ce qu'elle était comme, j'ai fait telle affaire. J'ai réalisé que c'était peut-être pas la meilleure chose. Fait que la prochaine fois, je vais essayer de faire ça. Je suis comme, il y a bien du monde qui font juste, ils vivent leur jour au jour le jour. Ils prennent jamais le temps de passer des réflexions. Fait qu'ils s'améliorent jamais. Je dis, toi, tu fais des pistes de réflexion à toutes les semaines. Tu prends le temps de te poser des questions. Puis c'est ça qu'elle me disait. Elle dit, tu sais, c'est confrontant de faire ça parce que t'as pas le choix de te mettre d'en face tes propres mauvaises décisions. Mais elle dit, c'est aussi ce qui fait en sorte que je choisis d'être plus inconfortable dans le moment présent pour me permettre d'être plus confortable après ça dans ce que je veux après. Tu sais. J'étais comme, si tout le monde pouvait faire ça, là, on serait tous dans un monde vraiment plus cool. Ouais, effectivement. Tu parlais aussi de postpartum, que tu avais l'impression que tu t'étais pas entraîné depuis 6 mois, même si tu t'étais entraîné tout le long. Parle-nous-en un peu du postpartum, comment ça s'est passé? Ben, moi, personnellement, ça s'est vraiment bien passé. Dans le fond, Charlie, qui a maintenant 11 ans, j'étais retournée au gym vraiment rapidement après. J'avais une césarienne, fait que, tu sais, je faisais vraiment ce que je pensais qui était bon pour moi. Puis, tu sais, je suis dans le domaine de l'entraînement, fait que j'étais capable de gérer moi-même mes trainings. J'avais une césarienne, fait que, tu sais, je pouvais pas vraiment faire de bas du corps. J'étais vraiment plus conservatrice. Après ça, à mon fils d'enfant en 2019 puis mon troisième en 2021, j'étais plus équipée. Tu sais, j'ai été entourée d'une physiothérapeute en santé pelvienne et périnéale, mais j'ai recommencé graduellement. Puis tu sais, ça, je le dis à mes clientes, il y a pas nécessairement de timing à dire OK, parce que dans le fond, moi, ma première fille là, je capotais parce que quand j'étais à l'hôpital, j'étais comme OK, mais quand est-ce que je peux recommencer à m'entraîner? Ils sont comme, mais dans 3 mois. Je suis comme, pardon. Ça se passera pas. Fait que j'ai recommencé à m'entraîner genre littéralement 2 semaines après. Mon premier accouchement, je me suis entraînée parce que je voulais retrouver mon corps d'avant. C'était comme vraiment mon objectif. Je voulais recommencer à compétitionner, je voulais recommencer le CrossFit. J'étais vraiment impatiente. Mon 2e et 3e bébé, ça a été vraiment différent. C'est ça, mon cheminement personnel a vraiment teinté la façon dont je travaille aussi. Puis mon 2e et mon 3e, je voulais m'entraîner parce que ça me faisait du bien à ma santé mentale. T'sais, là, j'avais 2 enfants, 3 ans. Mon 2e, on était en pandémie. J'avais un gym complet à la maison. Puis, il fallait que je fasse de quoi. Puis, je me suis rendu compte que je voulais pas nécessairement... Oui, je voulais retrouver mon corps quand même parce que je reste quand même une athlète à l'intérieur de moi puis que pour moi, c'était important. Puis c'est comme ça que je me sens bien, moi, personnellement. Fait que je voulais rapidement retrouver mes acquis ou ce que j'étais capable de faire. Surtout dans le CrossFit, c'est que quand tu compétitionnes dans le CrossFit, tu as des niveaux. Fait que je voulais retrouver le niveau que j'étais capable de faire tous les mouvements gymnastiques. Je voulais retrouver les poids que je faisais, que je liftais. Fait que il y avait beaucoup de pain sur la planche. Ça a été relativement rapide. Je te dirais qu'à l'intérieur de 6-7 mois, j'étais quand même bien revenue. Mais c'est le processus de mon retour après l'accouchement. Je l'ai fait rapidement parce que je préférais rentrer dans mon gym,
mettre la switch à off pendant 1 heure que de ruminer sur mon chum qui a pas ramassé, c'est donc bien difficile, j'allaite, je suis pas bien dans mon corps, je sais pas de temps, mon bébé il pleure, tu sais, c'est les hormones à un moment donné là, tu sais, quand t'es SPM déjà ça va pas bien, là quand tu viens d'accoucher là, c'est le chaos puis tu le sais en plus, tu le sais que c'est pas toi. Tu sais que t'es pas toi là. Mais à un moment donné, c'est pas juste une question de manger une Snickers. Non, j'allais dire ça prend plus qu'une Snickers. Tu sais, c'est ça, c'est comme je sais qu'en ce moment, je suis complètement folle, mais là, l'affaire qui me ground, c'est l'entraînement. Puis c'est ça, je dis à mes clientes, tu sais, quand on fait des appels exploratoires, puis qu'ils sont comme, OK, mais quand est-ce que je peux recommencer? Quand tu vas avoir envie d'avoir ton moment à toi, puis je préfère de loin avoir une cliente qui va au gym plus rapidement que prévu, qu'une cliente qui va se taper une dépression parce que elle se limite à bouger. Tu comprends ce que je veux dire? C'est spécial comme feeling aussi de se dire... Puis je dis pas que l'entraînement, ça prévient la dépression. C'est pas ça que je dis, là. Je veux nuancer, c'est juste que... Un peu quand même. Ouais, ça juste aide, elle est là. C'est juste que, tu sais, je veux faire attention à ce que je dis parce que ça veut pas dire que parce que tu t'entraînes, tu t'appropries une dépression postpartum parce que c'est possible. Sauf que selon moi, tu sais, en dire à quelqu'un, tu t'entraînes pas pendant 3 mois comme on m'a dit à ma première ou genre, ben, entraîne-toi quand ça va te faire du bien ou quand ça va te tenter ou, tu sais, va dehors prendre une marche puis ça va te changer les esprits, là. Ouais. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est plus ça ma recommandation. C'est recommence de façon encadrée parce que je pense que le postpartum doit être bien encadré pour être bien fait, pour surtout limiter la personne à pas essayer d'aller trop vite dans son processus. Après ça, chacun est libre de faire ce qu'elle veut. Fait que c'est ça que, tu sais, j'essaie de dire à mes clientes quand on est en postpartum, c'est si t'es fatigué, fais attention à ton volume. Si t'as mal dormi, ben c'est à toi de choisir. Si un entraînement, c'est mieux que aller prendre une marche ou l'inverse, tu comprends? Ou une sieste. Ou une sieste, tu sais, ou dire, hey, aujourd'hui, je suis complètement KO, là, je vais prendre off. C'est surtout de rassurer la personne, de dire, peu importe la décision que tu vas prendre, ça va être la meilleure que tu prends aujourd'hui. Tu comprends? Fait que c'est ça, moi, mon approche postpartum, c'est vraiment dans la bienveillance de la maman. Puis c'est surtout pour la faire sentir pas coupable de prendre un moment pour elle. Tu sais, c'est de dire, hey, ton chum, là, s'il veut pas t'aider, là, tu vas avoir une petite discussion avec lui, là, puis tu vas lui laisser bébé pendant 45 minutes, tu vas penser à toi. Parce que c'est super important. Peux-tu répéter ça, s'il te plaît? Non, mais c'est des conversations que tu dois avoir avec le ou la partenaire que tu as. C'est, regarde, moi, là, en ce moment, là, j'ai besoin de mon heure, là. On va organiser mon horaire ou notre horaire en fonction de je vais avoir un 45-60 minutes pour m'entraîner aujourd'hui. Puis pas juste quand t'es en postpartum, ça, j'ai beaucoup de clientes aussi et clients, tu sais, qui doivent faire des conciliations de travail, famille, entraînement. Puis c'est des conversations que tu dois avoir avec ton chum ou avec ta blonde. Et les papas, vous ne gardez pas votre enfant, hein? C'est le tien, tu l'as fait. T'es pas une gardienne. Ouais, mais moi j'ai pas eu ce problème là parce que mon chum est dans le CrossFit puis il est dans l'entraînement, fait qu'il a été super aidant, fait que j'ai vraiment de la chance. Fait le bébé. non, moi c'est comme on s'entraîne même pas ensemble, c'est comme j'ai vraiment besoin de mon temps puis tu sais à ce moment-là justement je te remets dans le contexte de c'est la pandémie. J'ai un gym complet à la maison, fait que j'avais une amie qui venait le matin à 7h, ding dong, allô, j'ai m'entraîné, elle partait se travailler après. Tu sais, chez elle, dans son 3,5, elle avait pas de gym. Fait qu'on s'entraînait ensemble pendant 1 an où les gyms étaient fermés. De 7 à 8, c'était chronométré. Puis heureusement qu'elle était là, puis mon chum était là aussi. Tu sais, ça arrivait que des fois, j'étais avec mon bébé, là, mais c'est ça, tu développes des stratégies. Ouais, mais je pense que c'est un message qui est super important. Puis on en avait parlé avec mon amie Jeanne quand on l'a reçu aussi. Le même principe, c'est juste, j'ai l'impression que les parents, puis probablement plus les femmes que les hommes, mais on s'entend que j'ai pas de statistiques là-dessus. J'ai l'impression qu'ils ont tendance à se mettre de côté beaucoup parce que là, ben, t'as un bébé, ça devient comme ta priorité, tu sais. Fait que j'ai l'impression que ça, c'est un gros challenge que beaucoup de, surtout femmes probablement, vont expérimenter de comme toi aussi, t'es importante. Puis si tu te mets de côté pour ton bébé, c'est une question de temps avec toi, tu sois plus capable d'être là pour le bébé non plus. Mais c'est toujours l'analogie qui est super quétaine, mais qui est vraiment pertinente de genre, tu sais, quand t'es dans un avion, là, les recommandations, c'est de mettre ton masque d'oxygène, là. C'est la même chose, tu sais, à la cliente ou au client que tu vas dire. C'est là, en ce moment, c'est pas égoïste, mais ta priorité, c'est pas mal ton moment à toi, puis ça va te donner aussi, tu sais, tu vas te mettre plus disponible pour la famille après. Moi, perso, si j'ai pas mon heure d'entraînement dans la journée, ça va pas bien, là. Tu sais, ça arrive que, tu sais, je suis correct, là, je vis bien avec ça, mais il y a des moments où aussi, si ça fait plusieurs jours que là, j'ai des contraintes, mais non, ça marche pas. Tu sais, oui, je vais me lever plus tôt le matin pour le rentrer, oui, je vais en faire un le soir, oui, je vais, tu sais. Mais oui, des fois, ça m'arrive de mettre mes enfants sur la tablette pendant 45 minutes parce que j'ai envie d'avoir mon entraînement. Est-ce que je suis une mauvaise maman pour ça? Non. Je le sais que il y a bien d'autres sacrifices que je fais pour mes enfants en termes de temps
pour me rendre disponible pour eux que mon 45 minutes où je leur laisse la tablette, là, tu comprends? Ouais. Puis, excuse-moi. Justement, la gestion des enfants puis de l'entraînement et de la vie postpartum, c'était comment? Est-ce que tu les incluais? Est-ce que tu les avais à côté de toi? Est-ce que... Durant la pandémie, il y avait beaucoup de temps où on n'avait pas de garderie. Fait qu'il était avec moi. Fait que là, je développais des stratégies. Fait que là, j'embarquais sur le bike. Je l'endormais je faisais mon workout en premier. Ma partie plus métabolique conditioning. Après ça, je faisais ma force. Excusez-moi. Puis après ça, je faisais ce que je pouvais. Je les ai toujours inclus avec moi. Mon chum a des horaires atypiques aussi. Fait que, on essayait de jongler avec les horaires. Je dis toujours à mes clientes que je me sens un peu, coupable de donner des recommandations dans le sens où on est travailleur autonome, on gère notre horaire. J'ai vraiment de la chance à ce niveau-là. Puis moi, ma priorité, c'est pas ma priorité, mais dans mon horaire, ma priorité, c'est de mettre mes entraînements le matin, puis après ça, je mets ma journée, Fait que mes entraînements sont toujours cédulés dans ma journée, mais je sais qu'il y a des gens qui travaillent du 8 à 4. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Qu'ils n'aillent pas travailler puis qu'ils aillent s'entraîner, ça marche pas, là. Fait que, excusez. Fait que je leur dis, t'as pas le choix. Fait que soit t'en mets la fin de semaine, soit t'en mets très tôt le matin, soit t'en mets tard le soir. Fait que voilà. Ouais. Comment... Excuse-moi. C'est correct? T'es en train de m'étouffer, là. Oui, c'est ça. Comment tu gères ça? Quel genre de recommandations tu vas faire à tes clientes suite à ça pour le côté peut-être réintégrer l'entraînement ou l'intégrer s'il n'était pas déjà là-dedans justement de recommencer à se prioriser? Comment tu essaies de leur faire comprendre que ça va être important pour elles, surtout, je présume, de prendre du temps pour elles, de s'entraîner, comment ça va pouvoir être bénéfique pour le fait d'être une je pense que j'ai pas besoin de convaincre personne. Je pense qu'elles le savent quand elles le font. Après ça, c'est comme je te dis, c'est d'avoir la discussion avec la personne concernée, puis c'est une décision, c'est une question de choix. Là, la personne ne savait pas se lever à 5 heures le matin pour faire un training. Je sais pas quoi lui dire. Si elle veut des objectifs ou si elle veut des résultats précis, il y a des choses qui doivent être mises en application pour y arriver. Fait que c'est soit tôt le matin, soit sur l'heure du dîner, soit le soir avec les enfants, soit tard le soir quand ils sont couchés, soit t'en plugues 2 la fin de semaine, des trainings, samedi, dimanche, quand t'as un peu plus de flexibilité au niveau de l'horaire parce que t'as pas d'école, tu travailles pas, t'as pas de garderie. Il y a rien de parfait. Je pense qu'il faut pas attendre le bon moment, le bon timing pour essayer de faire les choses. Je pense que tu essaies de faire le mieux possible avec les circonstances que tu as. Puis comme je te dis, je me sens toujours coupable parce que j'ai l'horaire un peu parfaite. Mais j'ai une amie qui est éducatrice, une de mes meilleures amies est éducatrice en CPE. Elle travaille littéralement de 8h à 4h30 le soir. Elle arrive chez elle à 5h. Son chum est là, elle pile chez les enfants au chum. Le chum commence à faire le souper. Elle s'entraîne 1 heure top chrono. Puis c'est ça, tu sais. Puis les enfants sont dans le gym, puis c'est pas parfait, puis elle se fait déranger, puis... Mais si elle attend que c'est parfait, ou si elle entend d'avoir un horaire d'entraînement où elle va être disponible à 100%, elle s'entraînera jamais. Fait qu'à un moment donné, c'est t'acceptes que c'est pas parfait, tu fais de ton mieux, puis 2, tu l'organises dans ton horaire. Moi, l'organisation, c'est comme mon mot-clé là, dans mon suivi, là, c'est... J'organise mes repas pour me décharger un petit peu, puis j'organise mon horaire du temps pour essayer au moins de le savoir. C'est pas juste comme je m'entraînerai demain si j'ai le temps. Non, c'est sûr que tu t'entraîneras pas si tu pars avec ce mindset-là. C'est je m'entraîne demain à 5 heures, je mets mon cadran, je me lève, je mets mes choses, j'y pense même pas, puis j'embarque sur le vélo, puis je commence. C'est sûr que puis tes attentes aussi au niveau des entraînements. Moi, faire de l'haltéro à 5 heures le matin, ça marche pas. Fait qu'est-ce que je vais faire comme training? Un training plus au niveau en endurance. C'est bodyweight qui va me demander moins du système nerveux, là, finalement, ou juste la muscu, mettons. Personnellement, moi, ça me convient, mettons, le matin à 5 heures, si j'ai à m'entraîner à 5 heures le matin. C'est comme ça que je fonctionne. Une affaire que t'as dit que j'aime beaucoup puis que j'essayais de dire à mes clientes qui étaient justement, encore souvent dans l'espèce de congé de maternité ou du moins très près de cette période-là, là, où est-ce que t'as encore un très jeune bébé puis il est pas encore, il est zéro autonome. Des fois, mettons, ils sont encore en congé de maternité, le chum, il travaille, fait qu'ils sont tout seuls à la maison avec le bébé. Puis là, j'aurais aimé ça m'entraîner pendant que le bébé faisait sa sieste. Mettons, j'ai commencé à m'entraîner, puis 15 minutes après, le bébé se réveille, puis comme j'ai pas pu finir mon entraînement, t'as fait 15 minutes pareil. Ouais, c'est ça. Ou j'ai pas pu m'entraîner, j'ai pas pu finir mon workout, fait que j'ai attendu que mon chum revienne, puis je l'ai fait genre 3-4 heures après. T'as fait ça pareil. Ouais, 100%. Je pense que c'est de mettre les standards
à la bonne place. C'est de réaliser que le contexte est différent, puis en ce moment, tout va être mieux que rien. Si t'as été capable de faire 15 minutes de workout, ça va être mieux que rien pantoute. Si t'as été capable de le splitter en deux pour le finir parce que t'as été interrompu à moitié, ça a été mieux que rien pantoute. C'est juste, faut adapter à la nouvelle réalité. Ouais, il faut que les résultats que tu veuilles soient en fonction des circonstances que t'as. Mm-hmm. Tu sais, moi, si j'ai un client qui travaille beaucoup, qui voyage beaucoup pour le travail, ben c'est les résultats qu'il va avoir au niveau de l'entraînement seront peut-être pas aussi soutenus qu'une personne qui fait du 9 à 4, qui sait exactement quand est-ce qu'il va s'entraîner. Ou exemple, un horaire atypique, c'est la même affaire. C'est un horaire atypique qui fait du jour, soir, nuit. Ben là, sa semaine de nuit, il peut pas avoir les mêmes attentes au niveau des entraînements qu'une personne, tu sais, qui a un travail steady de 8 à 5 ou 8 à 4, là. Ouais. Fait que c'est plus dans les attentes selon tes circonstances qui doivent être un petit peu plus modulées, finalement. Ouais. J'en parlais tantôt avec mon client avec qui j'étais avant que tu arrives, justement, parce que lui, c'est un pilote d'avion. Fait qu'il se ramasse, fait qu'il se ramasse souvent en Europe, des fois dans le sud, mais beaucoup en Europe. Fait que il est sur des décalages tout le temps, il est là-bas 24 heures, il revient, fait que c'est des horaires. J'aime comment tu dis, il se ramasse en Europe comme si c'était un accident en disant, ouais, il se ramasse là-bas. Ah ouais, mais comme pour lui, c'est très casual. Là, des fois, il se fait envoyer un message comme, hey, je sais que t'étais censé être à Toronto, mais on a un imprévu, va falloir qu'on te ship en Europe pour que tu puisses retourner avec le vol. Fait que, tu sais, c'est des horaires turbo atypiques. Puis j'ai relancé l'invitation à mes clients. J'avais fait cette année une prep de photoshoot avec des clients. Puis ça a été vraiment cool. Fait que là, j'ai relancé l'invitation pour janvier prochain pour qu'on puisse en refaire une au printemps prochain. Puis il m'en parlait tantôt, puis il était comme, il dit honnêtement, ça me tente. Il est comme, je sais juste pas avec l'horaire que j'ai, comment ça va fonctionner. Je suis comme, tu sais, je dis, écoute, je veux pas te dissuader parce que je sais que c'est un beau défi puis ça serait quelque chose de cool. C'est juste, avec les horaires turbo atypiques que t'as, de là te dire, des fois tu t'en vas en Europe, tu sais, à travers les douanes, tu peux pas tout apporter, tu peux pas toujours avoir tes lunchs. En Europe, c'est pas nécessairement les mêmes lois qu'ici non plus. Quand t'es là-bas, t'as pas nécessairement toujours le contrôle sur ce que tu vas avoir. Fait que je suis comme, je dis, écoute, on peut en parler, là, mais je suis comme, t'es pas le client typique qui fait un 9 à 5 puis que moi je vais pouvoir dire, toi c'est ça ton horaire ben steady, puis je suis comme, des fois t'es de jour, des fois t'es de nuit, des fois t'es en Europe, des fois t'es ici, comme, va falloir qu'on s'établisse des objectifs vraiment spécifiques à toi, là. Je peux essayer de te gosser quelque chose, mais tu sais, on va faire du mieux qu'on peut avec les ressources qu'on a. Non, moi, s'ils vendent pas du rêve, là. Non, puis c'est une affaire que, tu sais, j'en avais parlé dans un live que j'ai fait sur mon groupe de clients cette semaine. Je suis comme, je préfère rendre ça pire que c'est. Ouais. Pour que vous arriviez puis que vous fassiez pas comme, ça va être super le fun, puis rendu à la faire comme, c'est le bordel, comme, je veux que vous sachiez que ça va être tough. Je veux vous sachiez rendu à la fin. Si vous avez des enfants, vous allez être plus impatient, vous allez être plus fatigué. Tenez ça en compte parce que ça va impacter pas juste vous autres, le monde autour de vous, ça va vous impacter vous autres aussi. Je préfère que vous le sachiez. Ayez des conversations avec le monde autour de vous autres. Que vous arriviez là en pensant que la vie va être belle parce que je vais être en shape puis tout va être beau, là. Exact. C'est pas ça la réalité d'une prep, là. Les dernières semaines, tu vas avoir un peu envie de te gonner, puis majoritairement à cause du monde autour de toi. 100%. Même pas parce que... Je le sais pas parce que j'en ai jamais fait, c'est pour ça que j'ai pas choisi le bodybuilding. Mais c'est ça, mais c'est drôle parce que c'est ça que tu disais tantôt, tu sais, quand tu disais que t'étais, mettons, postpartum, pis tu disais, tu sais, je le sais que je suis pas de même en temps normal, mais je suis comme, moi, je me souviens m'être fait la réflexion à la fin de ma dernière prep où est-ce que j'étais comme, je le sais qu'en ce moment, ça m'affecte beaucoup plus que ça devrait normalement. Je suis capable de le rationaliser. Je suis comme ça en temps normal, m'en serait torche. Ouais. Mais je le sais qu'en ce moment, ça m'affecte. Puis même si je suis capable de le rationaliser, ça m'affecte pareil. Mm-hmm. Bienvenue en SPM. Ouais, c'est ça. Ou en postpartum. Postpartum. Mais on peut-tu parler du marketing de postpartum? Parce que ça t'en as parlé pas mal dans les dernières semaines. Puis je trouvais ça super pertinent. Parce que j'ai l'impression qu'on en parlait un peu off-cam tantôt aussi, où est-ce qu'il y a un gros marketing qui vient chercher le côté émotif de comme, hey, tu te sens pas bien parce que t'as eu un enfant, puis là, ben... Tu veux retrouver la shape que t'avais quand t'avais 16 ans? Ça vient beaucoup jouer sur les émotions qui sont finalement juste normales de ressentir en postpartum. Fait que je pense que c'est quelque chose que tu t'as dénoncé pas mal dans les derniers mois aussi. Dans le fond, moi, tu sais, quand je fais des affaires de même, c'est pas pour dénoncer la personne, tu sais, non, mais de dénoncer comme l'idée en arrière. Moi, ce qui m'affecte personnellement, c'est que moi, mettons, quand j'ai des appels avec des clientes qui sont complètement démunies, là. Tu sais, la personne, comme tu disais tantôt, elle s'est littéralement oubliée. Tu sais, elle a arrosé toutes les plantes de sa maison, sauf elle. C'est ça qui arrive, tu sais, dans une
en tout cas, une maman, tu sais, qui a des enfants, puis qui a une vie, puis que, tu sais, faut que tu sois parfaite au niveau à la maison, avec ton chum, avec ta blonde, faut que tu sois une professionnelle aguerrie, faut que tu fasses de l'argent, faut que tu sois indépendante, faut que tu sois une bonne maman, faut que tu sois présente, faut pas que tu sois trop sur ton sel, faut que tu aies un beau corps. Là, à un moment donné, c'est comme, la swap, elle est difficile, tu comprends? Puis quand, en plus, t'as les hormones, que tu viens d'accoucher, que genre, il y a plein de choses que je vous énumérerai pas là au niveau du postpartum, mais tu sais, t'es pas à ton top, puis que là, parce que t'as un algorithme, tu sais, qui va te montrer des publicités comme ça sans nécessairement que tu t'ailles les chercher, genre, je sais que t'as tout essayé, tu sais, puis la voix qui est utilisée, puis je sais que tu te sens mal dans ton corps, tu sais, en montrant un gros ventre, tu sais, avec une maman en déprime, moi c'est le côté tu vas chercher une personne, la vulnérabilité de la personne, puis tu vas aller essayer de lui soutirer de l'argent pour tes propres bénéfices, même pas parce que tu te soucies de sa santé à elle, sa santé physique et mentale, en fait, là, puis que tu vas jouer là-dessus pour aller vendre ton service, puis non seulement tu vends ton service, mais en plus, tu vas les chercher, puis tu vas les harceler si elles prennent pas ton service, puis tu vas les voler en plus parce que c'est du vol rendu à ce prix-là que j'ai entendu par plusieurs personnes. Moi, ça, là, c'est trop pour moi, là, tu sais. Puis des fois, je sais que je prends part à des sujets qui sont un petit peu chauds, mais c'est parce que en tout cas, il y a personne d'autre qui le fait, là. Dire, il faut que quelqu'un en Sans vouloir dire, à un moment donné, il faut que tu le fasses parce que, tu sais, moi, c'est la vulnérabilité de la personne qui me fait de la peine. Puis on est rempli, tout le monde va juger quelque chose sur quelqu'un ou sur, c'est vrai qu'il y en a de la grossophobie, puis il y en a du body shaming par rapport au bodybuilder aussi. T'sais, on a tous un jugement quelconque qui sont teintés par plein de raisons, mais quand on va juger une maman qui essaie de faire de son mieux, là, moi, ça vient me chercher, là, parce que je le sais que la maman, elle a pas le goût de se sentir de même, là. Fait que la conversation à avoir avec une femme, c'est comme, je sais qu'en ce moment, c'est tough. Tu peux prendre des décisions qui vont faire en sorte que ça va être moins tough. Mais c'est normal que tu te sentes de même. Fait que le côté marketing qui est fait autour de la vulnérabilité des gens, moi, ça me fend, là. Je pense que c'est comme tu dis, on s'entend, je pourrais jamais m'identifier à ça. Ouais. J'ai déjà mentionné que je ne serai jamais enceinte. Non, mais t'en as aussi des conversations comme ça avec des hommes, tu sais. Mais On le sait que t'as des totons, on le sait que t'as un gros ventre, on le sait que tu te sens pas bien, on le sait que ta testostérone est basse, tu sais, c'est comme... OK, mais le gars, peut-être qu'il a pris des mauvaises décisions, on va dire ça de même, là, peut-être qu'il le savait juste pas. Peut-être qu'il vient pas dans un environnement comme toi puis moi, où on le sait que l'entraînement, tu sais, ça fait du bien puis que c'est bien manger. Et il y en a qui ont de la misère à déchiffrer que du beurre de pinot, c'est pas une source de protéines, là, tu comprends? Ouais. Fait qu'à un moment donné, là, on peut pas attribuer ça, tu sais, on peut pas attribuer la responsabilité à tout le monde d'être aussi éduqué ou aussi assidu à l'entraînement que nous, on l'est. Fait que c'est ça, moi, mon point. Fait que oui, pour les femmes, mais il y en a aussi pour les hommes quand même. C'est que j'ai l'impression, comme tu dis, c'est que ce genre de marketing-là met beaucoup l'emphase sur on va viser les gens qui connaissent pas ça. Ouais. On va utiliser des mots et une façon de parler puis des images pour qu'ils se sentent concernés et coupables. Ouais. Puis après ça, on va miser vraiment là-dessus en disant que nous autres, on a la solution. Mais tu sais, ultimement, il y a toujours du contexte. Tu sais, il y en a que c'est juste vraiment, ils ont pris des mauvaises décisions, puis ils le savent pertinemment que c'était 100%... Ouais, mais mettons que j'ai dit, là. Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que ça change en ce moment? La seule affaire, là, c'est qu'il a peut-être envie de se faire prendre par la main puis de dire, regarde, on l'essaye, là. Tu sais, il y a un livre qui est vraiment bon, le Atomic Habits, là. Ouais. C'est genre, change une habitude, puis regarde l'effet positif immédiat que ça va te donner. Ouais. Sans que ce soit gros, là, va juste marcher dehors au soleil. Check comment ça va te faire sentir bien la journée même. Tu sais, l'objectif, c'est ça que tu fais avec tes clients, tu comprends? Puis je pense que tu peux le faire d'une façon positive sans leur insérer une structure alimentaire hyper rigide à travers la gorge, là. Ouais. Puis j'ai l'impression aussi que ça vient beaucoup avec des gens, puis je vais me concerner là-dedans aussi parce que ça, c'est quelque chose que je travaille activement, mais ça vient beaucoup avec une approche trop rationnelle. Ou est-ce que t'es comme 1 + 1, ça fait 2. T'as fait ça, fait que ça t'a donné ça. Ouais. Au lieu de OK, t'as fait ça. Mais c'était quoi le contexte? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu te sentais? Est-ce qu'il est arrivé des affaires dans ta vie qui a fait en sorte que ça a influencé tes décisions? Ah oui, OK, il est arrivé telle affaire. Je comprends. T'as dû te sentir de même. Ça devait être plus difficile, ce qui t'a mené à. Parce que de juste dire t'as fait ça, t'es un cave, ça t'a mené là, ça aide personne. Il le sait en esti qu'il a pas pris des bonnes décisions. Là. J'ai fait un post récemment aussi sur la gestion du stress avec la Maison Bloom, puis c'était, tu sais, c'est facile de dire à quelqu'un, regarde, tu prends du Yin Reserve, là, ou pas pour nommer une marque, là,
peu importe, là, prends un On va le biper au supplément. montage. Et prends, je vais te dire d'autres choses. Tu sais, prends un tel supplément puis ça va t'aider à gérer ton stress. Ouais. Il y a des études qui ont démontré, Prendre la shawaganda, mettons. genre, il y a des études qui ont démontré que un stress post-traumatique, fait que quelqu'un qui a vécu un PTSD, ils ont fait des études sur des gens, dans le fond, des survivants de l'Holocauste. Des survivants de l'Holocauste. Donc, exemple, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère a été à Auschwitz, exemple. Ma mère était même pas encore dans le décor, là. Ma grand-mère va à Auschwitz. Elle survit. Elle a vécu un traumatisme. Ma mère va avoir des symptômes de stress post-traumatique et je pourrais éventuellement avoir des syndromes de stress post-traumatique. C'est épigénétique. Ça veut dire que, tu sais, ta façon dont tu t'alimentes, ta relation avec l'alimentation, ta façon avec, tu sais, ta gestion du stress, comment tu te sens, ta confiance en toi peut avoir, c'est même pas toi, en fait, qui peut l'avoir géré, finalement. C'est peut-être au niveau épigénétique, c'est dans ton ADN, dans ta lignée familiale, c'est comme ça que vous avez été éduqué. Tu sais, exemple, une personne qui a vécu la famine peut avoir été un stress post-traumatique. La personne, finalement, de génération en génération, on transmet le fait que il faut jamais qu'on manque de bouffe. Exemple. Fait que sa relation à la nourriture peut être teintée juste parce que son histoire familiale a été teintée de la peur de crever de faim, finalement. Fait que c'est facile de dire à quelqu'un, toi, t'as vraiment une mauvaise relation avec la nourriture, puis c'est ton problème. Mais c'est peut-être même pas son problème, tu comprends? Fait que c'est facile, puis c'est super simpliste d'attribuer quelque chose à quelqu'un comme ça. Puis tu vas lire des études là-dessus, là, c'est vraiment intéressant au niveau psychologique. Ouais, ben c'est pour ça que, tu sais, on en a parlé quelques fois en podcast aussi, mais le fameux genre bouge plus, mange moins, là, ça aide personne. Non. Parce qu'elle s'en estie qu'elle devrait plus bouger puis qu'elle devrait manger un peu moins. Mais comment est-ce que tu peux l'appliquer à, tu sais, je pense que c'est quelque chose comme, ne serait-ce que si t'as un des deux parents qui est en obésité, t'as 50% plus de chances de l'être aussi. Si t'es deux parents, je pense que c'est 80%. Ah, t'as vraiment des prédispositions que tu contrôles même pas. Fait que faut être bienveillant, je pense, dans notre façon de faire. Puis je te dis pas que j'ai toujours été. Mm-hmm. Je pense que je pense que chacun de nous a été teinté par plein d'autres choses aussi. Ouais. Puis que, tu sais, avec le temps, avec l'âge aussi, avec, tu sais, un peu plus de sagesse puis de genre, oh shit. Tu sais, quand t'es rendu avec une hypothèque puis avec une assurance vie, tu te dis, bon, on va peut-être changer un peu le discours, là, parce que c'est pas aussi simple que ça d'avoir une structure alimentaire puis de s'entraîner 5-6 fois semaine quand t'as comme 25 ans. C'est facile. Quand on a 30-35 avec des responsabilités, c'est différent, tu sais. Oui, puis tu sais, l'argument que j'aime beaucoup entendre pour, mettons, les gens qui vont dire que quelqu'un qui est overweight, il est juste pas discipliné. On entend ça souvent, là, comme, t'es juste pas discipliné, t'aurais juste à vouloir un peu plus. Mais souvent, c'est du monde, genre, qui ont des business, qui sont, tu sais, des fois même multimillionnaires, puis qui ont une famille, puis comme, clairement, sont disciplinés, là, je veux dire. T'aurais pas une multi-million dollar business si t'étais pas discipliné à faire quoi que ce soit. C'est juste, c'est pas sa priorité actuellement. C'est pas sa priorité actuellement. T'as d'autres affaires, puis encore une fois, t'as peut-être bien des problèmes à ce niveau-là que tu ne sais pas, des prédispositions génétiques, un paquet d'affaires qui vont influencer ça, mais tu peux pas juste dire quand tu vois quelqu'un overweight que c'est parce que t'es pas discipliné. Là. De un, puis de deux, comme tu as mentionné tantôt, les gens sont pas tous éduqués non plus sur... On est tellement pas éduqués sur comment prendre soin de notre santé. Puis tu sais, quelqu'un qui a plus les moyens, mettons, multimillionnaire et tout, pourrait s'entourer, exemple, d'un chef privé, pourrait s'entourer de comme plein de spécialistes. Mais ça reste que si à la base, ça fait pas partie de tes intérêts, il percevra pas c'est quoi la valeur en arrière de ça, tu sais, puis veut pas. Ces gens-là, généralement, vont venir aussi de générations où est-ce que c'était travail tout le temps, puis la santé, ça passe en dernier, ce qui fait qu'ils meurent à peu près tous d'un cancer à 50 ans ou d'une crise de cœur. Mais, tu sais, ils ont pas été éduqués là-dessus, tu sais, dans le temps, c'était ça, c'était tu travailles jusqu'à ta retraite, jusqu'à temps de péter aux frettes. Fait que, tu sais, les autant que, oui, t'as ton épigénétique, mais la culture dans laquelle t'as grandi aussi peut faire en sorte que t'es où est-ce que t'es en ce moment. L'environnement dans lequel t'as grandi, dans lequel t'es présentement peut faire en sorte que t'es pas nécessairement éduqué là-dessus, puis juste ton champ d'intérêt, tu sais, je veux dire, moi, tu me demandes justement de m'intéresser à tout autre sport qui, tu sais, tu parlais de baseball tantôt, là, m'entorche pas mal du baseball, là, comme si ça m'intéresse pas. Fait que, tu sais, si ça devenait demain matin super important de jouer au baseball pour ma santé, parce que je tiens à ma santé, puis parce que j'ai le background en arrière, puis que c'est tellement intrinsèque à l'intérieur de moi de vouloir prendre soin de ma santé, je m'intéresserai au baseball. Mais c'est pas tout le monde qui a cet intérêt-là non plus, puis qui a cette piste de chat, qui a cette peur-là non plus de vieillir malade ou quoi que ce soit en voyant, mettons, soit des membres de ma famille ou de voir comment les gens vieillissent en général, tu sais. Fait que
comme j'avais déjà dit aussi, il y a pas un message qui passe bien en commençant ta phrase avec « Hey, grosse crise de conne ». Tu sais, comme, c'est rare que quelqu'un va... Ou tu sais, « Hey, gros crise de cave ». Les gens vont pas t'écouter après ça nécessairement. Fait que je pense que de rester dans la bienveillance, c'est la façon dont le message va le mieux passer pour les gens qui ont besoin de l'entendre. Exact. Je pense que tu parlais aussi beaucoup le fait que tu trouves qu'il manque beaucoup de suivi postpartum. Ouais. Tu sais, tu parlais, mettons, des chirurgies orthopédiques, que t'es comme, hey, tu vas avoir des suivis par rapport à ça, par des spécialistes pendant longtemps après. La grossesse, c'est comme, on s'en va dans 6 semaines, mais peut-être t'appeler vite sur le coin d'une table, c'est pas tout, là. Mais je trouve ça juste dommage, tu sais, puis en même temps, c'est juste que là, tout ce qui se passe avec les médecins en ce moment, tu sais, on peut pas leur attribuer toute la faute, là. Il manque de ressources pour plein de choses, mais dont ça, tu sais. Je trouve ça juste dommage qu'on néglige un petit peu le côté... la fille, elle vient d'accoucher, tu sais, d'un bébé de 9 livres par son vagin, puis genre 2 jours après, elle est chez eux avec des anti-inflammatoires, là. Tu sais, versus un problème au genou, oui, effectivement, peut-être plus compliqué, ou à la hanche, mais ton suivi, tu sais, tu vas avoir un orthothérapeute, tu vas avoir un physiothérapeute, tu sais, il va y avoir un suivi. Là, puis c'est parce que je mentionne ça parce que j'ai beaucoup de clientes, étant donné que c'est un service digital, j'ai des clientes à travers la province. Moi, j'ai des clientes à Havre-Saint-Pierre, là. Il n'y a pas un physiothérapeute en santé pelvienne et périnale à Havre-Saint-Pierre, tu comprends? Je savais même pas que ça existait, Havre-Saint-Pierre. Fait que c'est... Oh, honey! Fait que, tu sais, c'est juste que selon où est-ce que t'es au Québec, selon, ou peu importe, là, tu sais, moi, j'ai une cliente amie qui est aux États-Unis maintenant, elle vient d'accoucher, ça fait 7 semaines, elle est déjà retournée au travail. Tu sais, fait que selon la culture, parce qu'aux États-Unis, t'as pas de congé de maternité, ici, on en a. Tu sais, selon où est-ce que t'es dans le monde, ben t'as peut-être même encore moins de chances d'avoir du repos postpartum. Fait que je trouve qu'on néglige beaucoup l'aspect... Mais même ici, si t'es travailleur autonome, t'as pas de congé de maternité. Ben moi, j'ai jamais eu de congé de maternité. Là. T'organises. Non, tu t'organises. Puis tu sais, j'étais avec mon ordi, avec mon bébé en allaitant. Mais tu sais, je changerais ça pour rien au monde parce que j'ai plein de la flexibilité aussi. Fait que, à un moment donné, c'est pas parfait. Moi, je serais une très mauvaise employée. Parce que j'aime être travailleur autonome puis j'aime être libre. Par contre, c'est sûr que ça vient avec son lot de défis. Fait que, mais oui, effectivement, t'as raison. Mais c'est ça, tu sais, je trouve que les filles sont comme vraiment laissées à l'abandon, puis il y a pas de suivi. Mettons que t'as eu des complications à l'accouchement, tu fais quoi? Là, mettons, j'ai une césarienne, OK, mais faut que j'avais un ostéo, mais crime 120 à 140 $ le rendez-vous d'ostéo, j'en ferais pas 5, là, tu comprends? C'est parce que ça dépend de tes moyens aussi. Fait que c'est ça que je trouve plate, c'est que ça discrimine beaucoup de gens, en fait. Je pense que ça doit pas aider le fait que, justement, les femmes doivent pas nécessairement avoir hâte ou envie ou quoi que ce soit. Le rendu là, ça va être du cas par cas, mais de justement recommencer à s'entraîner puis recommencer à prendre peut-être un petit peu plus soin de soi parce qu'ils sont comme j'ai pas eu de suivi, je sais pas s'il faudrait, je le sais pas, comme ils sont juste dans l'ignorance finalement. Ouais. Comme il y a personne de comme haut placé qui connaît ça, qui m'a dit que c'était une bonne chose, que c'était pas une bonne chose, je sais pas, c'est juste je suis laissé à moi-même puis je prends un guess là. Ben ça change puis heureusement moi je travaille en collaboration, tu sais collaboration-ish là. Avec une physio qui s'appelle Bianca, elle a développé dans le fond un groupe qui s'appelle Femmes dans le sport, puis elle travaille vraiment avec les filles qui veulent retourner à l'entraînement, des athlètes qui veulent retourner à l'entraînement après la grossesse. Puis il y a une grosse lacune à ce niveau-là aussi, tu sais. Puis ils en ont parlé des athlètes professionnels, exemple, là, je sais plus exactement dans quel sport, là, mais elles avaient peur de tomber enceinte parce que c'est quoi qui se passe après? Tu sais, quand c'est tellement identitaire le sport que tu fais, puis que là, tu tombes enceinte, puis que là, t'as pas de suivi, puis que là, t'es lâché par tes sponsors. Tu sais, il y a des sponsors qui ont lâché des athlètes, là, je pense que c'était des filles qui faisaient de la track, puis elles ont été lâchées parce qu'elles sont tombées enceintes. Fait que t'as plus de sponsors parce que tu tombes enceinte, parce que tu compétitionnes pas. Ça t'encourage pas à vouloir avoir des enfants, là. Fait que, justement, Bianca travaille avec Femmes dans le sport, tu sais, il commence à vraiment mettre l'emphase sur, justement, démystifier l'athlète de la maman de postpartum durant, avant, pendant et après la grossesse finalement là. C'est vraiment le fun parce que au moins là il commence à y avoir plus de ressources que moi j'avais mettons en 2013 là. C'est quand même fou que ça ait pris autant de temps avant qu'on commence à avoir des ressources alors que les femmes sont enceintes et accouchent depuis des millénaires. C'est fou hein. Ouais, je veux dire, tu regardes ça aujourd'hui, t'es comme me semble ça a l'air d'être l'affaire la plus évidente. Ouais. Mais surtout que encore une fois, on le sait, là, mais ça fait longtemps que la science est misogyne. Mais comme, il y a tellement de ressources pour plein d'affaires pour les hommes, puis on s'entend qu'accoucher, j'ai jamais accouché de ma vie, mais ça me semble être une des pires affaires que tu puisses vivre en tant que femme. Une des plus belles aussi, là, blablabla. Mais mettons au niveau de la douleur, là.
Aucun parti pris. Non, mais c'est beau et tout, mais dans le sens, au niveau de physiquement, qu'est-ce que tu vis, que ce soit par césarienne, que ce soit par accouchement normal, puis ce que tu vis après, justement, le postpartum. Les hormones des femmes, j'ai écouté un podcast récemment qui The Diary of a CEO, puis c'est comme 4 femmes, justement, dans leurs domaines médicaux respectifs. C'est give and take, ce podcast-là. Ouais, c'est ça, mais qui parle des hormones, de postpartum, etc. Puis c'est quand même super intéressant parce que elle parle justement d'à quel point on manque de ressources pour les femmes au niveau ne serait-ce que des hormones, de comprendre qu'est-ce qui se passe, de la périménopause, de l'accompagnement pour ménopause, périménopause, autant que accouchement, que tout le kit. Fait que je trouve ça quand même aberrant que quelque chose qui est aussi grandiose selon moi qu'accoucher parce que puis être enceinte, on s'entend, c'est pas rien là. On traite ça, oui, c'est normal parce que le corps humain est fait pour ça, mais en même temps, je suis comme c'est tellement grandiose comme événement, puis il y a tellement peu de ressources pour ça. Les femmes, juste un gros shout-out là, vous êtes toutes très bonnes. Mais tu sais, de le vivre. Il y a plein de dark side des réseaux sociaux, mais il y a plein de choses qui sont nice aussi. T'sais. Maintenant, je pense que les réseaux sociaux, ça donne accès à beaucoup d'outils si tu sais bien t'en servir. Ça permet d'ouvrir des discussions aussi. Ça permet déjà ce genre d'avancement aussi. Là. Ouais. Je sais que tu parlais aussi sur tes réseaux de la détox que tout le monde devrait réellement faire aussi. En primeur pour vous autres, guys, aujourd'hui, on n'arrête pas de dire que les détox, c'est de la merde. Aujourd'hui, on vous donne la bonne détox à faire. Tu parles de détox de dopamine, surtout. Comme quoi, on est beaucoup axé sur justement les réseaux sociaux, les réponses rapides, que ça soit de justement la bouffe, les réseaux, tu sais, tout ce qui va nous donner comme une espèce de feeling d'addiction là. C'est plus ça que tu dis qu'on devrait essayer de back off un peu ou de se resensibiliser plutôt là. Qu'est-ce que tu voulais dire là-dedans? Ben c'est juste que tu sais, on est beaucoup dans notre système nerveux sympathique. Faut que ça aille vite. Non. Non mais tu sais, je sais pas où est-ce que j'ai vu ça l'autre jour, mais tu sais, le hustle aussi, là, quand t'es entrepreneur, de genre faire plus d'argent, faut avoir plus de clients, faut avoir plus. Puis à un moment donné, t'es comme, tu là, c'est ça. C'est parce que il parlait récemment dans les journaux, c'est comme, OK, c'est quoi le salaire moyen que tu dois avoir pour pas être pauvre au Québec? Là, il y a une fille qui disait, ça me crée genre une pression de genre, crème, je suis pauvre finalement. Tu sais, j'en fais-tu assez, là? Comme, comment je fais pour en faire plus? Fait que t'es tout le temps dans le stress de faire plus. Puis je disais tantôt, faut que tu sois une bonne blonde, faut que tu sois un bon chum, faut que tu sois ci, faut que tu sois ça, faut que tu sois un bon employé, faut que tu sois... À un moment donné, là, ça marche pas, là. On est tous en train d'exploser, tu sais. Ouais. Fait que, moi, ce que je conseille à mes clientes, c'est trouvez-vous une activité qui va solliciter votre système nerveux parasympathique le soir, là, avant de te coucher, là. Puis, je fais beaucoup l'analogie parce que j'ai beaucoup de clientes mamans. Les enfants, là, mettons pour s'endormir, là, on est vraiment bonne à faire des routines. Le bain, ça va calmer. On tamise les lumières. On va lire une histoire. On va les calmer. On va les apaiser. Nous autres, là, c'est comme switch, bye, je vais me coucher. On n'a rien qui va comme venir nous apaiser. Aller dans la nature. Tu sais, c'est super kitsch en plus. C'est comment qu'il va te promener en nature, ça fait du bien. Mais oui, ça fait vraiment du bien, tu sais. Les endorphines après un entraînement, ça fait du bien. Lire un livre, tu sais, mettons, je donne à mes clientes comme devoir, OK, ben, garde, prends pas ton sel, mais va lire un livre. Non, mais je m'endors vraiment rapidement. Non. Mais c'est correct, c'était ça le but. C'est ça l'objectif, tu sais. Fait que c'est plus ça quand je dis une détox. Tu sais, moi, les détox de jus vert, nanana. Tu sais, moi, ce qui m'énerve, c'est tu dois acheter quelque chose qui va te procurer quelque chose. Mm-hmm. Alors que tout est gratuit, là, à ta disposition, puis ça marche. Prendre une marche. Je dis pas que les lumières infrarouges, mettons, ou les saunas, ça marche pas. Sauf que crime, j'ai pas 5000 pièces à balancer dans un sauna, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire, tu sais? Fait que c'est plus ça mon côté vente, marketing, achat, on vend, on achète pour se sentir mieux. Mais en même temps, il y a une clientèle pour ça. Il y a une clientèle qui est prête à acheter pour avoir, tu sais, ça leur procure quelque chose. En même temps, le fait de l'acheter, ça leur procure quelque chose d'autre. Puis le fait de l'avoir parce que ça va leur procurer une sensation de détente, ça va leur... Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, on est dans une roue sans fin, puis je pense qu'on devrait juste se ramener à qu'est-ce que je peux faire, là, qui me coûte rien, là, parce que déjà, tout coûte cher, puis qui va me faire du bien aussi. Fait que c'est vraiment d'être ton système nerveux parasympathique plus souvent. J'en avais déjà parlé aussi parce que je m'étais fait la réflexion l'année passée, mais dans la plupart des cas, j'ai l'impression, la solution, tu l'as déjà. Ouais. Tu le sais quoi faire, c'est juste que soit t'as pas pris le temps de t'arrêter 2 minutes pour y penser, ou tu le sais, tu veux juste pas l'appliquer parce que t'es comme, tu trouves que le prix associé à ça, qui est pas nécessairement monétaire, ça peut être l'effort, ça peut être le temps, ça peut être quoi, whatever, mais tu trouves que le prix associé à ce que tu sais qu'il faudrait que tu fasses,
il est élevé, puis en ce moment, ça te tente pas de le payer. Mais ultimement, probablement que la récompense qui va venir avec va vraiment valoir le coup aussi. Moi, je pense que les gens veulent le faire, mais ils oublient de le faire. Ils sont tellement occupés. T'en as tellement dans ton cerveau, là. Que tu sois parent ou que tu l'aies pas, là. Que tu le sois pas. C'est que t'as tout le temps quelque chose à penser. Fait que là, à un moment donné, c'est comme, OK, il faut que je pense à ci, faut que je pense à ça. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que je priorise, là? Puis s'il y a personne qui me le dit quoi faire, là, je commence par quoi, là? Mais c'est ça que j'allais dire. Je pense que c'est pour ça que les services de coaching sont aussi pertinents. Tu sais, combien de fois est-ce que, mettons, moi, j'ai eu des clientes qui, pendant qu'ils sont avec moi, ça va super bien. Dès qu'ils arrêtent le suivi, quelques mois plus tard, il y a certaines habitudes, ils se crapent pas toutes, là, je leur apprends quand même des choses, mais c'est tellement facile de retourner dans des patterns, comme tu dis, pas parce que ils ont pas les connaissances, pas parce qu'ils ont pas les outils, tu sais, ils sont mieux outillés, mais comme tu dis, la vie va tellement vite que, ben là, j'ai ça, puis encore une fois, c'est pas nécessairement ancré dans leur identité aussi fort que, mettons, toi, moi, Simon, de justement s'entraîner parce que ça nous fait du bien, etc., tu sais, où ils ont juste pas nécessairement trouvé la routine qui leur convenait. Mais je pense que c'est là que les suivis de coaching sont vraiment très, très pertinents et intéressants et pourquoi ChatGPT ne remplacera pas la relation humaine, en tout cas pas bientôt, là. Justement parce que être accountable envers quelqu'un, ça te force à l'intégrer dans ta routine puis à avoir un constant reminder de « OK, oui, c'est vrai, faut que je fasse ça parce que j'ai une rencontre avec mon coach ou comme j'ai un check-in à faire. » Fait que ça me rappelle qu'il faut que je le priorise dans mon horaire ou dans ma vie en général. Moi, je le dis à mes clients, là, personnellement, je leur dis, moi, je vous changerai pas 12 amendes pour 10 amendes, là. Tu sais, dans le sens qu'à un moment donné, là, ça a ses limites, là. Je veux dire, moi, personnellement, c'est pas mon jam d'amener quelqu'un faire un photoshoot. Je leur dis, c'est le tien, ça va, il accepte, c'est ta niche, moi, c'est pas la mienne. Mais je leur dis, tu sais, moi, je suis pas un coach de structure ton alimentation au gramme près, là. Je suis plus genre, regarde, en ce moment, là, c'est quoi ta problématique? Puis c'est quoi dans notre coffre à outils, l'outil qu'on va utiliser puis qu'on va prioriser. Moi, je l'appelle mon coffre à outils. Puis ça permet à la personne de comprendre que comme, tu sais, à la fin de la semaine, justement, dans nos suivis hebdomadaires, ben c'est qu'est-ce qui s'est bien passé? Est-ce que les objectifs que tu as sont à la hauteur des circonstances auxquelles tu as fait face, tu sais? Puis après, c'est de faire des corrélations. Fait que c'est plus ça, moi, mon rôle, c'est d'essayer de faire des liens de corrélation, de dire, regarde, en ce moment, t'es fatigué, t'as eu plus de rage de sucre, t'as plus dérogé, mais là, je vois que t'as comme dormi 6 heures dans ta nuit, là, ça marche pas. Ou des fois, c'est de dire, t'es maman, t'as 3 enfants, tu sais, moi, j'ai une cliente qui a 2 enfants autistes. Oh boy. C'est comme... C'est la job. C'est la job. Que je te dise, elle a une, 45 ans, elle est en pleine périménopause, elle dort pas, elle a beaucoup de responsabilités. Tes objectifs, là, on va les réviser parce que ça marche pas, là. Fait que des fois, c'est pour ça que, tu sais, il faut quand même être empathique avec les clients, tu sais. Mais oui, 100%, parce que t'auras beau dire à un moment donné, je le sais que t'as un objectif de perte de gras, de performance ou de whatever, puis je suis comme, je le sais, il est où le problème, là? Mais ça se réglera pas juste parce que je sais il est où, tu sais. Il y a des affaires, comme tu dis, ta maman qui a, tu sais, 2 enfants autistes, elle est en périménopause, elle dort pas, elle a, tu sais, sa job, elle a, tu sais, comme un paquet de stress qu'elle doit avoir dans son quotidien. Elle sait bien que ton stress puis ton sommeil en ce moment sont pas top, mais j'ai beau te le dire. Ça va pas changer demain, là. C'est ça. Tu sais, des fois, c'est des raccourcis intellectuels que les gens ils font aussi, là. Ben, tu sais, t'as juste à gérer ton stress, puis t'as juste à gérer tes hormones. Non, ça marche pas comme ça, là. Thanks, doctor, I'm cured. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que moi, je m'aventure pas dans ces discours-là parce que c'est pas ça que je fais, puis en tout cas, selon moi puis ma perspective, je pense que c'est pas ça qui fonctionne, tu sais. Non, tu sais, c'est des conversations que j'ai des fois avec des clientes aussi, où est-ce que je suis comme, ton problème, il est là. Ouais. Tant que ça sera pas réglé, là, very little qu'on va être capable de faire. On va être capable de peut-être travailler sur 2-3 trucs, là, mais je dis ça, c'est le bout où c'est en dehors de notre suivi. Ouais, c'est pas moi qui va avoir une influence là-dessus. Tu sais, on peut regarder pour essayer de trouver des stratégies pour être capable de, éventuellement, dans le temps, être capable de travailler là-dessus. Tu sais, j'ai une cliente que ça fait au-dessus de 2 ans que je la coach. Stress, toujours dans le tapis, mais elle a une job qui est ultra stressante. Elle a commencé à aller porter des CV récemment parce qu'elle est comme... Elle le réalise, que ça fait longtemps qu'elle le sait, mais là, elle a atteint un certain point où est-ce qu'elle est comme, il faut que je fasse de quoi parce que je suis plus capable. Ouais. Fait que c'est comme, ça, c'est le bout où, pas grand-chose de plus que je peux faire. Je dis, écoute, tu sais, OK, t'as un objectif de perte de gras, mais en attendant, c'est pas réaliste. Avec où est-ce que tu te situes, avec ta gestion de stress, avec le manque de sommeil, avec, tu sais, tout ce que tu vis présentement. Fait que je dis, il y a des choses qu'on peut faire pour essayer de se préserver. Tabarnouche. Et je te contaminerai pas.
à fait. Mais tu sais, il y a des choses qu'on peut faire pour essayer de te préserver le plus possible pour qu'on travaille sur le côté énergie, minimiser la fatigue inutile, tout ça. Mais je dis, ton côté perte de gras en ce moment, là, ton corps, il a tout sauf envie de perdre du gras en ce moment. Là. Exact. Fait que c'est des conversations qu'il faut avoir. C'est juste, ça, c'est le bout. Je pense que c'est le bout tough d'être coach. Faut que tu aies une conversation difficile avec le client puis de faire comme, je sais que c'est ça ton objectif, mais en ce moment, c'est pas réel. Exact. Mais tu sais, il y a aussi, moi, ce que je trouve dans notre domaine, c'est que des fois, je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a des entraîneurs qui laissent paraître quelque chose ou une image, ou tu sais, des images de performance, puis que, tu sais, par la bande, tu le connais, tu le sais qu'est-ce qu'il fait, tu le sais qu'est-ce qu'il fait pas. Puis là, les attentes des clients par rapport à leur entraîneur, c'est comme, oh shit, ben là, si lui est capable, mais moi, je suis capable. Mais ça, en même temps, le gars, mettons, il se dope, mettons. Je m'en fous, là. Tu sais, ça m'appartient pas. Mais là, les clients, les attentes des clients, ben là, OK, mais là, tu sais, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de pas correct pour pas être comme toi? Tu sais, il y a aussi beaucoup... Ouais, non, mais c'est parce qu'il faut être transparent aussi, tu sais, je pense. 100%. Fait qu'à un moment donné, il y a aussi cette image-là qu'on doit faire attention, tu sais, de projeter, puis que moi, j'ai de la misère des fois, parce que j'ai des clients qui me disent, crime, j'étais avec telle personne, puis ça, tu sais, ça, c'était pas soutenable à long terme, mais là, je me sentais mal parce que j'en dirais que j'en faisais jamais assez. Mais là, mettons la personne, tu sais, qui le chapeautait, ou le thérapeute, ou l'entraîneur qui chapeautait cette personne-là. Moi, je sais pertinemment que, tu sais, c'est une personne qui se dope, puis que... Mais je te relance parce que là, on parle, mettons, d'un entraîneur gars, mais chez les filles aussi. Ah, mais tu sais, dans le CrossFit, il y en a moins, mettons, je pense que dans le bodybuilding, il y en a. Dans le domaine, beaucoup de filles qui sont extrêmement en shape, puis tu regardes, puis tu le sais, puis qui vont avoir de la clientèle, puis qui sont pas tout le... Il y en a qui sont honnêtes, puis c'est super correct. Là. Quand t'es honnête, j'ai vraiment aucun problème avec ça, mais il y en a d'autres qui le sont pas, puis même principe, les filles vont regarder ces shapes-là, penser que c'est atteignable, puis faire que... puis pas y arriver, puis t'es comme moi, mais... Ouais, c'est ça. Il te manque 2-3 produits, là. Oui, mais c'est qu'il y a aussi, je pense, j'ai eu la conversation avec plusieurs clients, puis je suis pas mal sûr qu'on en a déjà parlé aussi, où est-ce que j'ai l'impression que c'est juste, il y a des coachs qui vont juste, ils vont chercher une grande clientèle parce qu'ils veulent avoir le revenu qui vient avec, mais ils ont une approche qui est très, très, très ciblée. Puis ils vont chercher une clientèle trop large pour leur approche. Fait que, tu sais, mettons, des coachs de compétition, de prep, tout ça, qui vont chercher du monsieur, madame, tout le monde, t'as pas la bonne clientèle. Mais non, c'est ça. Si t'es pour aller chercher, avoir la même approche avec la personne qui fait sa prep de compétition, avec la personne qui veut juste perdre un peu de poids, mais qui est entrepreneur, qui est maman, qui a d'autres affaires à gérer, puis qui a pas envie de faire une compétition. C'est pas adapté. Tu peux pas avoir les mêmes standards puis la même approche avec tout le monde. Moi, je le dis, tu sais, je fais majoritairement du coaching de lifestyle. Ça va être la 2e édition de prep de photoshoot que je vais faire, puis encore une fois, je fais une prep de photoshoot parce que j'amène pas du monde sur stage. J'ai déjà fait une fois, mais c'est pas le gros de ma clientèle. Puis je l'avais dit à ma première cliente qui est arrivée pour faire une prep de compétition, j'étais comme, j'en ai pas fait encore. Tu vas être mon premier cobaye. Tant que t'es à l'aise avec ça, moi, ça me dérange pas. Mais disons, on va l'expérimenter ensemble. Puis t'es à l'aise avec ça. Fait que, tu sais, mais je suis comme, si tu veux vraiment faire une compétition, puis embarquer sur un stage, puis virer pro, je suis comme, je suis pas la bonne personne. Je suis pas la bonne personne pour toi. Je vais te référer à quelqu'un d'autre. Si tu veux faire une première expérience parce que t'as confiance en moi, puis t'es à l'aise avec le fait que je te dis que c'est pas le gros de ma clientèle, mais je suis capable de t'amener là pareil. On va le faire. Mais je suis upfront avec toi. Je vais pas prétendre que je vais être le meilleur coach de bodybuilding pour toi. Parce que je le suis pas. Parce que c'est pas ça que je fais. Mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de gens, je le vois beaucoup à l'inverse. Je vois beaucoup moins de monde en lifestyle qui amène du monde en compétition que du monde de compétition qui gère du monde de lifestyle. Je sais pas comment. Tu sais, je veux dire, je le ferai pas. Je le sais pas comment. Exact. Moi, je préfère me dire à ma clientèle, tu sais, on va se donner un objectif de performance. Moi, j'aime ça, la performance. Mais la performance, ça a souvent des connotations négatives, mais moi, c'est pas ça, là. C'est plus comme ma cliente qui commence à courir un 5 km à X temps du kilo, puis finalement, son objectif, c'est de faire un 10 km à la fin de l'été. C'est nice, c'est tangible, c'est concret, ça la motive, ça l'engage, puis ça peut être positif, tu sais. Ben, même dans l'entraînement en musculation, je veux dire, si tu veux voir des progrès, progressive overload au gym. T'es supposé augmenter tes charges, t'es supposé augmenter tes choses. Fait que je trouve ça bien aussi de le mesurer comme ça versus juste la shape parce que ta performance, c'est beaucoup plus, entre guillemets, facile. T'as plus de contrôle sur comment t'améliores ta performance que comment t'améliores ta shape. Parce que t'as pas vraiment de contrôle, encore une fois, sur, tu sais, même si tu contrôles bien ton sommeil, ton stress, ta digestion, tes affaires,
Ben, ça veut pas dire parce que tu fais tout parfaitement à 100% que tu vas avoir 100% des résultats pareils. Peut-être que toi, ton 100% va te faire perdre, mettons, une livre aux 2, 3, 4 semaines, puis tu le sais pas versus l'autre à côté. Fait que performance, je trouve ça bien. Exact. Ouais. Okay, voilà. 100%. Comme mesure. Hey, si t'avais un mot de la fin sur lequel laisser les gens par rapport à n'importe quoi qu'on a parlé aujourd'hui, la grossesse, les règles, la dopamine, conseils en général sur lesquels tu laisserais le monde? Trouvez quelque chose qui vous allume, puis trouvez votre why, je pense, tu sais, dans le domaine de l'entraînement puis du bien-être. Tu sais, que ce soit au niveau de l'entraînement durant la grossesse, après la grossesse. Tu sais, quelque chose qui vient vous motiver de façon intérieure, puis de pas juste aller chercher comme mon corps avant grossesse ou tu sais, quelque chose qui est comme tellement futile. Fait que c'est ça je pense que parce que quand tu trouves ton why, ça explique, tu sais, ça t'aide pour beaucoup de choses. Fait que, puis je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui savent exactement pourquoi ils font les choses qu'ils font. C'est une chose très confrontante que je fais avec des clients en évaluation. Je leur demande tout le temps pourquoi. Ouais. C'est quoi ton objectif? Parce que souvent, c'est que l'objectif, je demande toujours, tu sais, mettons court, moyen, long terme. Souvent, la manière que je le dis, c'est, tu sais, ton objectif de court terme, ça va te permettre d'atteindre plus facilement l'objectif qui est un peu plus gros. Ouais. Tu sais. Fait que souvent, le monde donne l'objectif plus moyen terme. Je veux perdre du poids, je veux prendre la masse musculaire, whatever. Puis je suis comme, ça, c'est moyen terme. Ça va te permettre de faire quoi, ça? Ouais. Puis là, souvent, le monde sont comme, c'est confrontant de se faire poser la question parce que j'ai l'impression que, justement, réseaux sociaux, pression sociale, on pense qu'on veut ça, mais on se pose pas vraiment pourquoi. Fait que, pourquoi tu veux perdre du poids? Qu'est-ce que ça va te permettre de faire de plus que tu peux pas faire en ce moment ou que ça va t'apporter ou quoi que ce soit? Ben, faut qu'ils prennent le temps d'y penser, mais une fois que tu es capable de mettre le doigt dessus, là, après ça devient beaucoup plus clair. Oui, pourquoi tu le fais, là. Je trouve ça, c'est comme une belle clé pour qui ouvre plein de serrures, là. Trouver ton why, dans n'importe quoi, là, tu sais, dans le domaine de l'entrepreneuriat aussi, puis, mais surtout, je trouve, dans le domaine de lifestyle, comme tu dis. 100%. Voilà. Hey, merci beaucoup de t'être déplacé pour faire un podcast avec nous autres. C'était le fun. Si les gens veulent te suivre, en apprendre un peu plus sur toi, t'es suivi, on te suit? Lily.barassin sur Instagram et La Maison Bloom sur Instagram aussi. T'es pas sur TikTok, Facebook? Hey, TikTok, j'ai un peu de la misère. J'ai pas saisi encore. Je te comprends. Facebook aussi, mais tu sais, c'est plus mes amis proches, mettons. Okay. Instagram. Okay, Instagram. Ouais, Instagram. TikTok, j'ai essayé, mais... On est rendu là encore. Je suis trop vieille. Oui. Je comprends ça. Moi, TikTok, j'ouvre, je fais la même publication que sur Instagram, je ferme. C'est tout. De temps en temps, j'ai des messages de Jeff. Oui, trop de messages. Si vous voulez des suppléments de qualité, www.nihsupp.com avec le code WUACV10. Et sinon, vous pouvez aussi aller dans les shops santé à Martin-Gendron, à Longueuil, Boucherville et Sainte-Basile pour avoir le même code promo WUACV10. Je pense qu'il va le faire sur tous les suppléments, Martin, par exemple. Ça devrait, il est bien fin. Il est bien fin. Fait que voilà. Hey, merci encore de t'être déplacé. Ça me fait plaisir, merci à vous pour l'invitation. Puis on se revoit pour un autre épisode de Woke Up at Joe's Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.